Mon nom est Martin Thomas Côté en compagnie d'Alan Lévesque et Jean-Nicolas Boucher. Vous écoutez Les Injustes. Nous sommes dans l'âge du geek. Dans cette ère d'égalité, d'acceptabilité et de justice des internets, règne une ombre. 4 chevaliers de la culture populaire vont briser les standards. Nul ne sera à l'abri de leurs opinions. En tout temps, en tout lieu, Les Injustes. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Bien le bonsoir. On va laisser le temps à Jean-Nic de se mettre à jour dans les nouveaux comics qu'on a reçus cette semaine parce qu'on va en parler beaucoup encore une fois. Ça a été une grosse semaine de lecture. Oui. Ce qui m'a fait avoir la réflexion suivante. Tu sais, les bonnes histoires qu'on avait avant au cinéma, en allant voir des films qu'on savait pas, tu sais, c'était pas des univers partagés, c'était pas des reprises de vieux films, c'était, tu sais, les Indiana Jones de ce monde. Là, tu te rends au cinéma, tu sais pas ce que tu vas voir, puis tu sors de là, puis bon, ben je réalise que ça existe plus, puis que maintenant, si tu veux des histoires comme ça, c'est des comics. Ah, t'as à peu près pas le choix, là. C'est la seule place qui reste un peu d'original, parce que je regarde ce qu'il y a au cinéma, là, puis... C'est vrai que lire des aventures de Superman puis de Batman, c'est nouveau et rafraîchissant. Non, ça peut. Peut-être jamais vu. Pas ça, mais tu sais, on va parler de Once and Future. Tu sais, c'est le genre d'affaire qui, dans les années 80, là, aurait pu être un film, là. Tout simplement, même encore en ce moment, quelqu'un qui veut mettre le budget un peu pour faire une excellente série TV de ça. Ben, exactement, là. Fait que je commence à comprendre que tranquillement, Ben, pas vite, d'ailleurs, là. Something, ça va être une série TV aussi, là. Bon, ouais, c'est ça, exact. Mais en fait, le message que j'ai pour nos auditeurs, parce qu'il y en a plusieurs qui me disent « Ah, vous parlez plus de comics à cette heure, puis moi, j'en achète pas, puis blablabla. Bla. » C'est juste vous dire que c'est un peu là que ça se passe, en fait. Là. Les histoires originales, là, ben, dans la dernière année, avec le cinéma puis les séries TV qui ont beaucoup slacké, là, c'est regarde, au mois d'août, là, ça recommence. Là, oui. On a Titan, la 3e saison qui va casser, malgré le fait que la 2e saison a été un petit peu catastrophique. On va espérer que HBO Max va réussir à la rescaper. On n'est pas à jour sur la série Superman. À un moment donné, elle n'est pas encore finie, mais il faudrait qu'on se lance dedans. Ça a l'air que ça continue dans l'excellence, en plus. Effectivement, puis au mois de à partir de la semaine prochaine, les sorties cinéma commencent à se clencher. Ah oui, là, ça va y aller. Puis il y a un James Bond qui s'en vient, il y a Dune qui s'en vient, il y a Suicide Squad la semaine prochaine, dont on va faire un épisode la semaine prochaine. Donc, vous aurez 2 épisodes collés. Là. On va avoir celui-là qu'on va se concentrer un peu plus sur des comics. Puis, le prochain épisode, on va vous parler de Suicide Squad qu'on va aller voir cette semaine. Il va y avoir... qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. Ghostbusters. Pas juste ça, dans 2 semaines, il y a Free Guy aussi. Oui, c'est vrai, avec Ryan... Johnson. Non, pourquoi Ryan, c'est pas Ryan Johnson, pas en tout. C'est Ryan Reynolds. Tu fais là, je te voyais hocher de la tête. Moi, j'étais comme totalement. Ryan Johnson. J'étais comme pas sûr. C'est parce que je me mêle toujours avec l'autre, Gosling. Ryan Gosling. Puis en plus, ils se ressemblent même physiquement, je trouve. Et je voulais faire la joke de Ryan Gosling, puis je me rappelle plus son nom. Fait que j'ai bloqué Johnson. Toutes les fois, je les vois, je fais comme, c'est lequel déjà, lui? OK, ah non, c'est l'autre. Fait qu'on aura l'occasion de vous reparler de ça. Puis tu sais, regarde, prenez ce qu'on vous dit, là, puis essayez-le. Puis je sais que ceux qui, parlent peut-être pas anglais, allez voir dans vos librairies, il y a du stock en français. Là. Je sais que c'est lequel pour Marvel, hein? Je me souviens jamais c'est lequel. C'est Panini Comics, puis Urban Comics pour ce qui est du stock de DC. Donc vous pouvez l'essayer, là, vous allez trouver la majorité de ce qu'on vous parle. Puis Image aussi chez Urban Comics, il y en a quelques-uns qui sont faits. Là. Mais en général, il y a beaucoup de séries qui se trouvent en français, mais sauf qu'ils ne traversent pas toujours tout l'océan. C'est pas toujours facile à trouver. Là. Il faut juste se donner le temps de les trouver. Aujourd'hui, pendant que Jean-Nic continue à lire, arrête de me regarder, on va parler de TMNT, donc les Turtles, notre série fétiche depuis le début du podcast de IDW Collection. Oui. Je vous annonce que si vous voulez commencer aujourd'hui, sortez le cash. 13 x 60, c'est correct. Vous allez avoir de la page à lire en tabarouette, mais on a reçu le dernier numéro, en fait le dernier gros TP, puis c'est drôle parce qu'on parlera un peu d'actualité autour de ça, parce que ça a été le TP dans lequel la COVID est arrivée. Là. Puis ça a fait comme en sorte qu'on a rattrapé pas mal notre retard, en fait. Là. Ouais, on est proche de qu'est-ce qui se passe là. Effectivement, puis sans compter que beaucoup de leurs séries connexes ont fini comme Turtle Universe et compagnie. Donc, il reste à peu près juste la série principale qui roule. Donc, oui, c'est plus facile de la rattraper maintenant à cause de ça. Parce qu'il ne faut pas se cacher, là, dans les volumes 10, 11, 12, il y avait beaucoup de mini-séries de 6 numéros. Donc, ça prenait la moitié du volume à eux autres tout seuls. Donc. Non, c'était incroyable. Puis ça faisait en sorte que la ongoing, donc la principale, avançait pas. Elle avançait pas en tout. Puis quand elle avançait, je pense qu'il y en a un que je t'ai prêté, il y a genre, je pense, 4 numéros du ongoing. Effectivement, il y a encore une histoire de marre de Rocksteady. Arrête, là! Non, oui, non. C'est bon! Plus c'était tellement de Rocksteady. bon. J'ai lu, je pense, 18 mots dans ces 140 pages-là.
plus de Rocksteady. On va parler aussi de Firepower, donc de Robert Kirkman. Je vous ferai un parallèle, moi, avec Oblivion Song, parce que, honnêtement, en tout cas, on en reparle. Moi, je vais vous faire un parallèle avec 2 autres séries de chez Marvel. Ah, parfait. Once and Future, tu nous en as parlé dans les derniers épisodes. Oui. J'ai eu l'occasion de le finir. Ben, de finir. Il me reste le 3e, visiblement. Je n'avais pas vu arriver le 3e. Mais on en parlera un peu. He-Man fait son entrée sur Netflix. Ou She-Man. Ça a l'air que... Il se passe de quoi? Ben, on va dire peut-être She-Man, ben E-People, je sais pas trop. Là, mais- La série s'appelle He-Man. Masters of the Universe. Masters Revelation. of the Il n'y a pas Universe. le nom de He-Man dans le nom de la Ouais. série. On en parlera. Effectivement. Bande-annonce, il y en a plusieurs qui sont sortis cette semaine. Dune, Ghostbusters, la série télé sur Chucky. Et on va revenir sur ce que Jean-Nic est en train de lire à vitesse grand V, Superman Son of Kal-El, de notre préféré, de notre chouchou, de notre nouveau maître à penser. Je m'excuse, Jake, t'es encore dans le Panthéon. C'est juste que, tu sais, toi, t'es déjà admis au Panthéon. Mais Tom Taylor est en train de se faire une place. Là. D'une certaine façon, d'essayer de parler de plus en plus de Tom Taylor pour réussir à faire oublier Jeff Lemire à Jean-Nic. Tout simplement, c'est notre objectif de l'année. Là. En fait, on devrait voir plus grand que ça. Faudrait essayer de réunir Jake avec Tom Taylor pour qu'ils travaillent sur un projet. De Jeff Lemire. Ouais, Genre, hein, conceptualisé c'est par ça. Jeff Lemire. Genre, Jeff Lemire a une Écrit idée. par Tom Taylor et écrit par dessiné Tom par Taylor Jake Dion. et dessiné par Jake Dion. Là, on aurait le Excusez, faut que total. j'aille changer mes pantalons. Ah, puis les covers faits par Daniel Warren Johnson. Ouais. Oh, En variant cover. shit. Ça serait écœurant. Ouais, ça, Honnêtement, j'ai là. hâte de pouvoir parler de son bêta rebelle, de lui. Ah oui, d'ailleurs, je veux le lire. Hein. Je connais absolument pas le personnage. J'ai aucun intérêt pour le personnage, mais c'est le genre de truc que tu suis l'auteur. Ah, tout simplement, tu Tout fais rien simplement. suivre l'auteur. C'est tout simplement malade. Là, j'ai reçu le dernier numéro cette semaine. J'ai bien hâte de lire ça. Puis, Ah non, on va en donner une j'ai critique. l'impression que pour à peut-être accélérer les choses, je vais vous donner les codes numériques des BD. Moi, j'aimerais- on peut, j'aimerais on pas peut ça. lire en digital puis d'en parler avant le mois d'octobre-novembre. Ce serait le fun. J'haïrais pas ça. Donc, commençons avec Teenage Mutant Ninja Turtle pendant que Jean-Nic finit sa lecture de Superman, Son of Kal-El. C'est simple, c'est le 13e volume. Je m'attendais pas à voir Janica rapidement, mais là, c'est dans ce volume-là qu'elle fait son Elle entrée. apparaissait dans le numéro 95. Ça, cette série-là, il y a le numéro 90 à 100, plus la mini-série Shredder in Hell. Donc, c'est un volume d'environ 470 pages. Ah, il est beef, là. C'est toute qu'une brique. Et il nous faut un cadeau parce qu'il est pas très cher. Ben, ils vendent 10 piastres de plus que les volumes précédents, sauf qu'il y a à peu près 5-6 numéros de plus dedans. Donc, c'est. Ah, puis la qualité est encore là. Le Toujours. volume est superbe. C'est génial. Bon, côté histoire, je dois vous dire que où est-ce qu'on est rendu dans Turtle actuellement, c'est complètement fou. Il y a plusieurs histoires qui se rencontrent dans ce qu'on appelle City at War, qui se trouvait être le gros event de Effectivement, la parce fin. que là. dans les trades précédents, on avait découvert Bishop qui était en guerre contre les mutants animaux. Donc, on avait c'était le EPF, c'est Ouais, le Earth Protector Force. qui sont là pour protéger l'humanité contre les mutants. Là, tu t'es rendu compte qu'il y a comme une force gouvernementale qui est plus puissante que le gouvernement qui veut éliminer les mutants. All Up, qui lui est en train de virer complètement fou. Ben, en fait, les Mutant Animals sont en train de devenir Magneto dans X-Men en 2000. là. Exactement. Puis avec ça qui arrive, ben, pour donner le point fort à Bishop pour dire qu'il y a raison que les mutants sont dangereux, ben, il y a une guerre de Triceratops mutant de l'espace qui débarque sur nous en plein milieu de Manhattan. Ça, c'était dans le dernier volume. Effectivement. On a réglé cette guerre-là, puis eux autres se sont rendus avec les Utrums sur Burnos Neutrino, Island. ouais. Burnos Island. Donc là, eux autres sont là, puis on les a, dans ce volume-là, on les a laissés de côté. Puis moi, je trouve que là, on se concentre vraiment sur moi, ce que je trippe dans l'univers de Turtle actuellement. Tu as eu les Mutant Animals, Dr. Stockman qui veut devenir maire de la ville de New York. T'as le EPF qui est là-dedans aussi. Et surtout, mon nouveau personnage préféré, Splinter et les Foot Clan, qui sont juste comme pas de bon sens. Effectivement. C'est Splinter qui a fallu qu'il step up, qui doit à partir du numéro 50, qu'il avait décapité Shredder pour prendre sa place, qui a fallu qu'il pisse son orgueil de gars correct, puis il a fait décapiter quelques personnes, parce que plus tu lis du Turtle, puis surtout dans City of War, tu t'en rends compte, c'est que tous les gros conglomérats, les présidents de building, là, Les Crime Syndicate, les toute crime cette gang-là. syndicates, c'est des Yakuza. Mm. New York est géré par des Yakuza. C'est que vraiment, le Japon est établi à New York. Puis c'est le Foot Clan qui comme tient les ficelles de tout ça. là. Effectivement, tu te rends compte c'est à partir de là que finalement, tu te demandais c'est quoi la puissance du Foot Clan? Ben, ils tiennent tous les hommes les plus riches de la ville dans le fond de leur mer. Et là, Karai, qui est la fille de Shredder, revient de son trip au Japon pour reprendre le Foot Clan. Effectivement, parce qu'elle a été backée par Kitsune, qui est Exact. la blonde de Shredder. Dans le Panthéon. du là, l'espèce de Panthéon, dieu. puis qui a donné une espèce d'épée, Une épée, maléfique. un une peu, là. épée là, qui a une histoire. là. Effectivement, puis elle revient pour reprendre le Foot Clan. Et quand on vous parle de City at War, c'est carrément
tout ce qu'on vient de vous raconter là qui pète en même temps. Effectivement, parce que quand il essaie de mettre une truce, donc de faire un pacte de paix entre le Foot Clan et la petite fille de Shredder, ben, elle veut prendre les enfants puis les endoctriner comme dans le temps du Foot Clan pour les soldats du futur. Tandis que les orphelins qui ont été kidnappés par le Foot Clan, Shredder veut leur donner une vie normale puis une éducation pour les sortir de la rue. Donc, il y a un clash sur une idéologie, ça ne fonctionne pas. Donc... la marque pogne. Madame Caraï, elle a challenge comme il a fait avec Shredder. Et Splinter refuse en faisant comme c'est pas vrai que je vais remettre du sang dans cette place-là, c'est fini cette époque-là. Et Madame Caraï pogne les nerfs. La marque pogne, puis en parallèle, t'as les Mutant Animals qui, eux autres, ils vont un step plus loin, décident de maintenant, regarde, si vous voulez pas être comme, si vous voulez pas nous joindre. Je vais vous spoiler de façon subtile. Rappelez-vous du plan de Magneto dans le premier film d'X-Men. Ah, c'est carrément ça. C'est carrément ça. Et bon, au travers de ça, t'as Jennika, donc la nouvelle Turtle. Si vous le saviez pas, on est rendu avec 5. Là. On a les 4 frères et maintenant Jennika qui se trouvait à être la Chunning de Splinter. Maintenant, elle est devenue une Turtle aussi. Honnêtement, le overall, là, cette série-là me fait capoter comment c'est bon. Là. Je sais que ça a l'air compliqué tout ce qu'on vous a raconté, mais il faut dire qu'il y a 13 volumes de ça. J'en parlais justement avec un de mes chums vendredi dernier. J'arrive pas à croire que cette série-là est rendue une centaine de numéros. Puis c'est une des histoires les plus complexes puis qui se tient le plus que j'ai lu depuis un bout de temps. Puis c'est des tortues. Ah, c'est incroyable, là, parce qu'ils font encore des références au genre numéro 20, numéro 22, numéro... Effectivement, parce que ça ramenait tout aux origines du Foot Clan, puis même ce qu'on va arriver avec là, le Shredder in Hell, c'est toutes des affaires qui ont été mises, c'était à partir du numéro 20 là, qu'on avait mis ces pions-là à terre. Là. Ah, c'est incroyable. Puis on va en arriver, là, c'est Shredder in Hell, ça faisait vraiment longtemps qu'on attendait cette mini-série-là. Parce que l'objectif de Cité Noire, c'était de créer assez de chaos pour réussir à le faire lever le dragon, qui est l'entité principale du Panthéon, puis que, dans le fond, Shredder, par ses réincarnations, il était supposé d'être l'autre parfait pour le dragon. Il est le vaisseau, dans le fond, de ce dragon-là, qui est le père des autres dieux du Panthéon. Parce que tu avais Takeshi, qui était le fondateur du Foot Clan, son âme s'est transférée à Shredder, qui est... Orokusaki. Puis, sauf que lui, il était supposé d'être vraiment le vaisseau principal, sauf que là, on se ramasse avec... un fuck total. Il y a un twist à la fin que, honnêtement, on le voit venir. Mais pas à ce point-là. Mais tu te dis... En fait, tu te dis, waouh, c'est tellement intéressant. En fait, ça m'a fait le même effet que quand Splinter est devenu le chef du Foot Clan. Exactement. Où on s'est dit comme, ben voyons donc. Puis, il peut pas être le chef du Foot Clan. C'était tellement important que finalement, celui qui a écrit, qui a dessiné aussi les origines du Foot Clan dans le temps, Mathéus Satonobuko, ils ont décidé de donner une mini-série de 5 numéros qui s'appelait Shredder in Hell pour expliquer le cheminement de Orokusaki sur ce qui va arriver à la fin. C'est incroyable. Honnêtement, c'est incroyable. Puis Santolouco, son art, les couleurs qu'il y a là-dedans, c'est juste malade. Le cheminement dans l'enfer du Panthéon, là, c'est beau. C'est fucké, ça n'a aucun sens, mais c'est beau. Ah, c'est malade. Puis c'est comme, il n'y a pas de timeline. Il y a du monde qui sont morts, mais pas au même moment, qu'ils rejoignent au bon moment. Écoute, c'est un gros mal de tête quand tu as fini de lire ça, mais tu te dis, OK, ça se tient pareil. Ça se tient pareil. Puis c'est bon. Au bout de 5 numéros, tu as la guerre qui est en train de finir, puis tu es en train d'exploser. Mais qu'est-ce qui met fin à la guerre, puis qui met un statu quo? Je vais finir ça simple, avec semi-spoiler, sans avoir d'avoir, OK? Dites-vous qu'en plein milieu de Manhattan, il y a un dragon de 300 pieds qui se lève. Et après, il y a un événement majeur qui va se passer dans l'univers des Turtles que je n'avais pas vu venir aussi. Et là, ça finit là avec un nouveau statu quo. Et on est prêt pour le prochain TP. Ouais, puis sérieusement, ça serait tentant de vous le spoiler, mais non. Si vous voulez lire et que vous n'êtes pas rendu là, on ne peut pas spoiler. On ne peut pas faire ça. Puis là, l'inquiétude. En fait, la question qu'on se pose, c'est quand est-ce qu'on va retrouver le prochain TP? Parce qu'il n'est pas encore cédulé, il n'est pas encore... parce que là, on rapproche de où est-ce qu'on est rendu. Ouais, on finit avec un numéro 100. On aura plus 2 par année. Ça va être 1 par année, je pense, à partir de même temps. Ça va être un peu plus long. Parce qu'eux autres, durant la pandémie, ils ont complètement stoppé. Ils ont arrêté, je pense, 2 ou 3 mois. IDW, mais il faut dire que même qu'à la pandémie, il y a une couple de mois, le studio a presque fait faillite. Là. Ah ouais, ça, je ne savais pas, raison. Ouais, ils ont droppé solide. Ça crée beaucoup de monde dehors. Il y a une grosse restructuration, mettons. OK. Mais je savais qu'il y avait, à cause de la pandémie, il y avait quelques mois où le numéro n'était pas sorti. Ouais. C'est sûr qu'ils ont pris du retard. Puis comme tu l'as expliqué, avant de canceller le numéro, ils ont comme mis fin à tout ce qu'il y avait autour là, pour être sûr de pouvoir se concentrer sur leur ligne. Puis c'est correct, là, puis c'est de valeur parce que c'est pas parce qu'ils n'ont pas d'idée qu'ils ont arrêté ça. Ou encore, ils se sont rendus compte peut-être dans les derniers mois
ou dans les dernières années qui s'étaient éparpillés beaucoup aussi. Là. Ouais, mais je pense que leurs pions sont mis puis ils peuvent traiter à cette heure-là. Ah, moi, je pense qu'ils peuvent continuer avec le ongoing tout seul comme ça pendant encore un petit bout. Là. Ouais, puis sans compter, il ne faut pas oublier là, qu'ils se rapprochent du milestone qui n'avait pas rien que Transformers. D'habitude, dans IDW, si on se fait Transformers, c'est pas des séries qui se rendent à 200. T'sais, les autres sont capables d'arrêter, de pogner une fin. Puis s'il faut, Transformers, ils n'ont même pas laissé un break. Là. Ils ont fini leur histoire principale, puis 2 mois après, ils rebootaient l'univers. Ils se sont dit, garde, on redécolle. Tout simplement. Puis, tu sais, souvent, c'est même un plan qui peut être brillant. Tu sais, Marvel, DC, ne peuvent pas faire ça avec leurs personnages. Non, parce qu'eux autres, en fait, ils essaient de le faire avec les innombrables crises qui finissent plus de finir. Là. Sauf que tu ramènes toujours avec un lien avec le passé. Tandis que IDW, en étant plus indépendant, puis maître de tes franchises, puis vu que c'est pas des crossovers avec 12 autres séries, si tu décides de rebooter et de partir à zéro. Mais je pense qu'ils sont conscients de ça. Tu sais, quand ils regardent le nombre de TP qu'ils ont pour Turtle, par exemple. Puis Turtle, si tu rebootes, la seule chose que tu fais, c'est que tu consultes plus Eastman. Les quoi? Tu consultes plus Kevin Eastman. Ah ouais, carrément. Tu repars à nouveau. Là. Tu repars à nouveau. Puis tu peux même le consulter encore puis avoir une autre vision des Turtles. Ouais, s'il y a une autre vision à offrir, oui. Oui, puis tu sais, tu peux mettre fin à ce chapitre-là, merci, bonsoir, puis ça va être complet dans ta bibliothèque, ça va être beau, ça n'aura pas l'air tout croche, puis t'es pas obligé de faire des crises, puis des multiverses, puis des ci, puis des ça. Moi, j'aime beaucoup cette approche-là, d'être capable de dire qu'on est allé au bout de ce qu'on avait à raconter. Puis de dire que, tu sais, un peu quand Jean-Nic nous parle de Kirkman, qui avait regretté d'avoir coupé la main de Rick. Tu sais, de se dire que, regarde, là, j'ai fait des erreurs au travail, j'en ai pris note, maintenant, regarde ça, ce chapitre-là est clos. J'en pars un nouveau, puis là, ben, j'ai des nouvelles bases, puis je suis plus obligé d'avoir Splinter comme il est là, je suis plus obligé d'avoir les espèces d'à côté comme ils sont, je peux les changer, les modifier, puis c'est un peu ce qu'ils ont fait avec Transformers, puis je trouve ça cool. Je trouve ça vraiment cool. Tant que tu fais pas comme ils ont fait avec Ultimate X-Men dans le temps, de faire les méga events en 5 numéros. Ah, ça, c'est terrible, ça. Mais Ultimate, c'est triste ce qui est arrivé avec cette ligne-là de comics. Ouais, c'était plein de bonnes idées, ça a été rushé, puis ils ont voulu remélanger ça au 616 que les ventes ont commencé à dropper, puis Cage of Flow commençait à tuer tout le monde aussi là-dedans avec des rats de marée. En tout cas, on en parle de ça. En fait, ils ont voulu récupérer les propriétés qui étaient les plus intéressantes. Miles Morales puis, et autres. On a ramené ça. Ils ont même ramené Stormbreaker. Le marteau de Thor d'Ultimate a traversé dans l'univers régulier, puis écoute, ça a fait un gros fuck. Non, c'est un peu triste ce qui s'est passé. Hey, t'es de retour parmi nous. Jean-Nic, comment vas-tu? Ça va bien, vous autres? Ouais, je vais vous poser une question sur les Turtles. Ben, je ne sais pas si vous l'avez... je ne sais pas écouté. Oui, je sais que tu ne nous as pas écouté. Ben, c'est le fun comme ça, je vais pouvoir le lire dans les prochaines semaines puis pas me faire spoiler. Vous avez-tu l'impression qu'il y a un endgame qui se prépare, genre pour Turtle? Parce que ce qui est le fun avec cette série-là, c'est il y a une belle construction de personnages, tout ce qui amène de nouveau qu'ils vont chercher dans le vieux lore de Turtle, ils ont bien construit avec ça. Mais là, je me sens un peu comme dans du manga, genre, la série continue, mais vous pensez-tu que les auteurs, ils ont genre une idée de où ils veulent amener ça? Y a-tu comme un arc plus gros qui va clôturer ça? On est-tu pour 10 ans? C'est ce qu'on vient juste de dire. C'est un peu ce dont on parlait. On se disait que, normalement, chez IDW, après 200 numéros, on commence à closer la patente. Mais, dans l'histoire en tant que telle, là, tu sais, quand on avait lu, je me souviens plus c'était quoi le titre, quand Splinter pète Shredder dans le 50e numéro, tu sais, je me disais, il y a quoi d'autre à raconter, tu sais. J'avais l'impression qu'on était déjà vers la conclusion. Oui, effectivement, mais de toute façon, même à quand tu finis le dernier numéro, le numéro 100, tu as le Rat King qui se pointe puis il fait comme, OK, c'est beau, le roi vient de tomber, la reine vient d'avancer d'une place. Ouais. C'est parce que l'échiquier du Panthéon est en train de monter. Puis on sait qu'ils s'enlignent sur une finale, puis ils savent où ils s'en vont. Sauf qu'ils ont du stock pour les réussir à les tirer, mais si jamais ça drop, ils peuvent finir ça qu'ils veulent parce que tu le vois qu'ils savent où ils s'en vont. Je pense qu'ils ont une fin en tête. Je pense qu'ils ont une destination, puis éventuellement, on va y arriver. Mais ils peuvent faire comme Walking Dead, puis décider combien de temps ça va prendre. Effectivement, c'est que s'ils veulent t'offrir jusqu'à 150, 200, ils ont le matériel pour, mais tu vois qu'ils ont une idée qui est très claire sur la finale. Effectivement, puis écoute, ça peut te réconforter, là, la qualité est encore là, malgré le fait qu'on est rendu à 100 numéros. Là. J'ai hâte de voir, là, je suis encore curieux. J'avais perdu un peu d'intérêt, je pense que c'est le 10, le dernier que j'avais lu, puis c'est ça, en discutant, là, je me rends compte, c'est comme le dernier arc là, avec les Triceratops. Là. Puis j'étais comme... Je sais pas, j'ai terminé ça. Mais c'est là que ça recommençait, je trouve. Moi, quand ils ont clairé cette histoire-là là, de multi-dimensions, puis les Triceratops qui sont revenus sur Terre, l'espèce d'invasion ratée, puis qu'on nous a... Tu sais, moi, je te le cacherai pas, là, ce qui m'intéresse le plus dans Turtle, c'est Splinter, son Foot Clan, le Panthéon, puis à la limite, les Mutanimals, je les trouve un peu drôles, mais quand c'est trop, c'est trop, là. Mais pour le reste, là, moi, les Ultrons pis ces affaires-là, ça m'intéresse pas. Quoique là, il y a un spoiler à la fin de... Là, il semble y avoir de quoi avec les Ultrons qu'on va voir plus tard, là. Oui, effectivement. Mais tu sais, ça, c'est ma partie que j'aime moins du lore de Turtle. Là. Puis dans le dernier TP, il n'y en a pas. On est vraiment dans Foot Clan, Turtle, Mutanimal, puis c'est là que ça se passe. Ouais, c'est humain versus mutant.
Ouais. Exactement. Ça Puis fait c'est drôle ça à qui est dire, c'est intéressant. le côté plus terre-à-terre de Turtle. On n'est pas En dans fait, le oui, cosmique. Là. exactement. Hey, tu viens de finir Superman Son of Kal-El de Tom Taylor. Maudit que c'était bon. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps que j'ai lu ça, voyons. Fait un bout, tu l'as lu, hein? C'est Ouais. tu frais à ta mémoire? Ouais, je me rappelle un peu des Hey. grandes lignes. Juste vous dire d'abord, pour ceux qui sont peut-être un peu plus collectionneurs, là, juste acheter le numéro 1, le cover est écœurant. Ah, il est Le magnifique. cover est magnifique. C'est une référence donc à Superman numéro 1 dans les années 40, je pense, à peu près. C'est exactement le même cover, mais cette fois-là, c'est le fils donc, de Superman qui est donc John L. Puis, qu'est-ce que vous en avez pensé? Ben, de un, c'est la série a un petit peu semi-rebooté la naissance de John L. Oh, on l'a Parce rebooté. que je pense que toute l'idée de convergence de Superman, de ce qui avait sorti il y a un bout de temps, là, je pense que de la façon qu'il était venu au monde, puis dans la situation où il y avait 3-4 Superman, je pense qu'il fallait qu'il remette quelque chose qui était plus terre à terre à ça. Ça fait qu'il y a eu une naissance normale. Oui, puis une naissance qui est comique. Ah, effectivement, parce que là, c'est un classique Tom Taylor, exactement, qu'on a eu souvent dans DC et O, c'est qu'il prend un point que c'est une joke, puis tout le monde la répète pendant 2 pages. Parce Ouais, que c'est très drôle. Superman est en train d'essayer d'arrêter une attaque extraterrestre sur la planète Terre, et toute la Justice League fait comme, ben non, ils essayent, ils sont... Ouais, Ouais, c'est c'est ça. ça. tout C'est sur pas une compte. invasion, c'est une tentative C'est d'invasion. que t'as quelque chose de plus important à faire, on descend sur Terre. Puis là, On il fait comme, s'occupe ben non, du il y a une reste. invasion, puis tout le monde il dit toujours, c'est une tentative. Une tentative. C'est pas quelque C'est- chose de sérieux. Pour vous donner une image, là, il arrive à la forteresse de la solitude, là où l'accouchement se passe, puis Batman est statché en avant, puis là, il fait comme Bruce, c'est que tu fais là, les extraterrestres arrivent. Il dit, ils sont capables de s'en occuper, c'est bien plus important, faut que Ben je oui. protège ta famille puis la terre en même temps. Il dit, moi, mais il dit, ils sont en train d'envahir. Ils tentent d'envahir. tentent d'envahir. Ils tentent C'est sous d'envahir. contrôle. C'est sous contrôle. Mais c'est intéressant la notion de reboot ou de. Parce que c'est vrai que, contrairement à Damien, qui a une origin story qui fonctionne encore, puis qui est encore très bonne, si vous avez jamais lu Batman Son of the Demon de Grant Morrison, tu sais, ça tient encore. Là. Je pense que les origines de Damien sont correctes comme ça. Dans le cas de Jonathan, c'est arrivé un peu n'importe comment à une époque où on n'était plus sûr de ce qui arrivait du DC Universe. Là. Ben, ça s'est passé juste avant tout ce que j'ai commencé à lire Superman. Dernièrement, j'avais lu du Action Comics à partir de 1957. Ça partait après Convergence, où justement, tu avais un Superman qui avait explosé, puis tu avais une Lois Lane plus, Un Clark Kent qui était un autre. sa blonde d'adolescent. Ah, Lana. Lana, Lana. qui avait payé des super pouvoirs. Tu avais eu un Superman asiatique aussi. Tu as Lex Luthor qui avait pris la place. Puis tu avais qui avait devenu un Superman. Tandis que le vrai Superman, lui, il était revenu avec les cheveux longs, son costume noir, puis il vivait dans une cabine avec un enfant. Puis là, ce qu'il nous disait, c'est que ce Superman-là était là tout le long de New 52. Mais il avait décidé de ne pas intervenir. Effectivement, parce que c'est pas le même Superman qui était dans le run de Grant Morrison qui s'appelait Superman, où le gars était en t-shirt puis il avait perdu la moitié de ses pouvoirs. Tu sais, le Superman de tout le New 52, là, au complet, là, lui, il est mort. Il n'existe plus. Il n'existe plus parce qu'ils l'ont botché. Et là, ils nous ont dit, surprise, un peu à la Infinite Crisis, le vrai Superman était là tout ce temps-là. Tu sais, c'est le seul qui n'a pas été, genre, erasé par Dr. Manhattan. Ouais, puis puis le reste de la il y avait timeline, une vie de famille dans une cabine. là. Ouais, c'est ça. Moi, ça m'amène peut-être le seul problème avec. Ben, en fait, puis tu sais, c'est comme trop court pour qu'on ait une idée de ce que ça va être, mais une chose est sûre, tu sais, je veux dire, le talent de Taylor est là. Ça prend 2 pages, puis tu comprends déjà le contexte, tu trouves ça drôle. Moi, particulièrement, la scène principale est avec Damien, puis tu sais, je veux dire, moi, j'aurais lu 1200 pages de ça. Là. Ah oui, vraiment, Puis, là. puis tu sais, ce personnage-là, il a été écrit par 3 gros auteurs à venir en date. Là, Taylor le sous lui, mais sinon, si je ne me trompe, c'est Peter Tomasi Puis Bendis. puis Bendis, dans le fond, qui ont été les 2 gros auteurs qui l'ont construit. Puis là, Taylor, tu sais, on dirait qu'il se l'approprie vraiment bien. Damien aussi. Genre, ça, il peut faire un 12 numéros avec ça, puis bien centrer le personnage, mais je le sais pas. Tu sais, il va devenir quoi? Genre, un coup qu'un autre auteur va tomber dessus. Moi, là, il y a de ça quoi fait qui- longtemps que Ouais. je suis Superman, je peux peut-être plus vous en parler. Ben, de moi, ce je qui s'en pense va qu'il là-dessus. y a de quoi qui plane, là. Tu sais, puis je pense que c'est dans Dead Metal ou dans Infinite Zero, je pense qu'ils disent à Wonder Woman, surveillez-les, lui, là. Ouais, mais pas juste ça, c'est parce que, oublie pas, il a passé quelques années à l'an 3000 aussi. Oui, puis il a passé du temps avec Jor-El aussi, qui était complètement cinglé. Sauf Attends, que, je vais peut-être me tromper, là, puis Alan, tu pourras... Mais moi, j'ai pas mal l'impression qu'ils veulent en faire un vilain. là.
il y a des chances qu'il vire mal parce que, tu sais, il y a un potentiel sur 2 parce que son ADN fait qu'il est plus puissant. Dans la dernière série de Superman qui a fini le mois dernier, Superman, pendant qu'il se battait contre un peuple qui avait déjà aidé dans le passé, il n'était pas capable de les arrêter à cause qu'il était sur un spectre lumineux. Mais ils se sont rendus compte que lui, ses optiques blast, il est capable d'aller chercher des fréquences que Superman, que Kal-El n'est pas capable. C'est que son range de pouvoir est totalement différent puis il ne les connaît pas encore. Ça veut dire qu'en partant, ils ont ça qui est ouvert. Puis, effectivement, il y a un problème de dualité. Mais le côté que j'ai beaucoup aimé, tantôt, vous avez parlé de Thomasy et compagnie. Ce que j'aime beaucoup, parce que je suis en train de lire sur personne, tout ce qui a été fait là-dessus, c'est qu'ils ont... Je pense que tu avais lu l'Omnibus. Ouais, moi, j'ai lu les 3 premiers TP. Les 3 premiers TP, c'est que moi, ce que j'ai aimé, c'est que la conversation de Damien puis John-El, ils ont respecté l'humour qu'il y avait là-dedans. Ils se battent contre des ninjas, puis c'était exactement comme que c'était 2 kids de 8 ans qui se battaient contre n'importe quoi. Tu sais, t'as là un qui est en train de kicker partout en jasant, tandis que l'autre, il fait à peu près rien, puis le monde, il tire des affaires par la tête, puis tout ce qu'il fait, c'est des pling, ping, puis ça rebondit partout, puis il réagit jamais sur ce qui se passe. Super Son, c'était tout le temps ça. Oui, c'était très bon. C'est très Dragon Ball dans son approche. Genre, c'est comme, tu le sens que les deux sont les enfants de ce qui est probablement les 2 êtres les plus puissants de la planète, là, Batman et Superman, puis tu sais, ça en fait... Tu sais, des personnages qui sont pas désabusés, mais tu sais, c'est ça, qui prennent des situations qui sont extrêmement difficiles pour les parents, mais eux autres, ils prennent ça à légère. C'est comme, c'est normal d'être avec des ninjas assassins qui combattent des extraterrestres. Exact, c'est ça. Mais ils ont baigné là-dedans. J'ai juste peur qu'on en fasse une espèce de Superboy Prime là, à longue. Je pense que ça va être le côté rédemption, parce que, tu sais, genre, la première affaire qui arrive, là, le numéro se termine, puis il dit, ça fait assez longtemps que Superman est celui qui est, comme les médicaments, c'est l'heure d'être celui qui règle les problèmes, tu sais, d'être la cure. Puis, tu sais, on sait, tu sais, l'interventionnisme comme ça va toujours virer vers, il va falloir qu'ils prennent une décision pour, je sais pas moi, détruire une civilisation pour sauver le reste du monde. Puis, tu sais, c'est comme une place où les super-héros aiment pas aller habituellement, donc oui, moi, j'ai le feeling aussi. Peut-être pas en faire un super-vilain, mais un super-vilain, genre, temporaire, là. Ils vont amener son côté... on va dire moral, ils vont le pousser jusqu'au bout. Le bout, là, je peux prévenir les changements climatiques, là, puis je peux commencer à virer, l'espèce de bon, c'est un peu niaiseux parce que je suis en train de lire sur Fidel Castro, mais l'espèce de révolutionnaire que, moi, je sais ce qui est bon pour vous, là. Ouais. Ça me... Effectivement, c'est toujours là où ce que tu deviens semi-vilain parce que tu mets tout le monde à dos. Ben, c'est ça, là. Mais j'ai hâte de voir où est-ce que ça s'en va. Puis encore une fois, moi, Tom Taylor, écoute, vendu. Donnez les clés de n'importe quoi. Ah, c'est excellent. Hey, on a déjà presque une demi-heure de fait, puis je veux absolument parler de Once and Future puis de Firepower. On va faire les deux ensemble parce que c'est drôle, les deux se comparent un peu. Dans le sens où Firepower est très slow, très Robert Kirkman, très... Je suis sûr de ne pas me faire canceller, comme on en parlait tout à l'heure, Alan, en redonde. Puis tu avais Once and Future, que moi, j'ai trouvé que... J'ai lu les 2 premiers TP, puis c'était vite, là. C'est vite. Garoché. Non, c'est pas garoché. Garoché, c'est un mauvais mot, parce que garoché, ça veut dire que tu sais pas ce que tu t'en vas. Vite, ça veut dire que tu as peur de quelque chose, puis je ne sais pas quoi. T'as-tu peur d'être cancellé? T'as-tu peur que ça s'arrête après 3 numéros? T'as-tu peur? Puis t'as confiance en ton histoire, mais t'as l'impression que ceux qui te publient ont peut-être pas autant confiance que toi, là. Et il aurait dû. Tu veux pas lâcher la pédale. Tu veux pas lâcher la pédale. Alors, c'est ça, tu te permets pas de. Jusqu'au temps que tu te rends compte que tu es nominé pour un award. Exact. Là, tu te fais comme. Là, tu relaxes. Mais tu sais, c'est très. Pas rusher, j'aime pas le mot, parce que rusher veut dire fait un peu. C'est mal fini. Que c'est mal fait. La qualité de l'art est tellement là que ça n'a pas été rushé. C'est ça. La qualité est là. L'histoire était cœurante. Je sais qu'Alan, tu nous en avais parlé lors du dernier podcast. Le personnage principal est juste génial. C'est une grand-mère. Tu sais, c'est rare qu'on voit des personnes âgées comme personnages principaux. Puis, tu sais, elle est cool, là. Elle est vraiment badass, là. Elle sort de son CHSLD, puis elle décide qu'elle prend des histoires en main, puis son petit-fils est au courant de rien. Puis là, c'est le classique de « on m'a caché mon existence, on m'a caché que, tout ce qui se passait dans le monde. » Et on mélange les contes de la Grande-Bretagne. Exactement, parce que la grand-mère, comme j'avais parlé, elle fait partie d'un ordre qui protège le folklore de la Grande-Bretagne parce que tout existe pour de vrai. Et quand une histoire se réveille, ben, ça prend des héros. Puis ces familles-là, elles autres créent des héros. Donc, elle a eu une fille, puis sa fille, elle a eu un enfant, mais lui, c'était pas Galahad, c'était Perceval. Ça fait qu'elle a élevé un enfant pour qu'il soit Perceval dans l'histoire du roi Arthur. Mais entre-temps, sa mère, elle a comme voulu être contre sa mère, ça fait qu'elle a réussi à engendrer un Galahad pour courir après. Sauf que le principe de base de ça, c'est que à chaque fois qu'un conte, une histoire se lève, il y a un héros qu'il faut qu'il se lève, et ses pouvoirs s'équivaut avec l'histoire
l'histoire dans laquelle il est. Ça fait que le gars, si tu le croises d'un bord, tu vas lui donner un coup de poing d'en face, il va mourir là. Mais si tu le mets dans une histoire puis qu'il doit combattre un dragon puis le tuer, ben, il va avoir le pouvoir de tuer le dragon. Ah, c'est compliqué. C'est bon, puis on joue comme sur 2 tableaux. Là. Des fois, on nous explique que quand on est dans le monde réel, puis là, quand on entre dans cette espèce de conte-là, il y a comme... Dans l'Otherworld, il y a comme un genre d'ambiance qui se fait dans les couleurs, dans la BD. C'est très vert, ça, dans l'Otherworld. C'est ça. Puis là, tu joues un peu au conte, à la préservation du conte et autres. C'est vraiment intéressant. Puis là, j'ai hâte de lire le 3e parce que moi, j'avais beaucoup de questions que j'ai posées à Alan qui m'a dit, moi, mais tout est là. Mais si j'avais une critique à faire, c'est celle-là, c'est que ça va vite. Tu sais, si je le compare, par exemple, à Something is Killing the Children, où j'ai l'impression que James Tynion a vraiment pris son temps au risque de se faire des critiques qui se passent rien, là. Tu sais, au risque de se faire dire, coudonc, dans ce numéro-là, il se passe rien. Peut-être avec l'assurance qu'elle est capable de finir son arc. Dans Once and Future, j'ai l'impression que le gars s'est dit, garde. C'est-tu chez Image? C'est chez Boom. Chez Boom, ok, ouais, c'est ça. J'ai l'impression qu'il s'est dit, on va mettre la pédale, là, puis on va s'assurer que dans chacun des numéros, il se passe quelque chose pour qu'on continue. Dans les 2 dernières années, chez Boom, il y a beaucoup de Essner qui sont étampés là-dedans. Oui, vraiment. C'est une compagnie, là, c'est un éditeur que je pense qu'il faut qu'on surveille beaucoup plus qu'on peut le penser. Exact, ils ont de bons trucs. Là. Ben, si je me trompe pas, Something, c'est là-dedans? Ouais. Ah, c'est ça. C'est pas chez Image, Something? Absolument non, pas. Chez Boom. C'est chez Boom aussi. Fait que, ils ont du bon stock, là. Pendant que vous en parlez, Tom Taylor, son bébé, là, son projet indie qui est Seven Secrets, c'est chez Boom aussi, que j'ai terminé cette semaine. C'est bon? C'est écœurant. Mais c'est bizarre parce que ça ressemble beaucoup à Firepower et ce à quoi semble ressembler Once in Future aussi. Dans le fond, c'est comme c'est une organisation secrète qui doit protéger 7 grands secrets. Puis c'est tout comme des méga assassins qui ont qui travaillent avec les services secrets, qui sont des masters dans tout. Puis t'as un kid qui est le résultat de 2 qui ont couché ensemble. Puis il décide de l'engager là-dedans, puis d'y cacher, dans le fond, que ses parents sont ceux qui l'entraînent. Et il arrive de quoi? Genre, un des 2 se fait tuer, puis là, il est obligé de rentrer dans le field. C'est un ongoing encore? C'est un ongoing. Si je ne m'abuse, genre, le 9e numéro vient de sortir. Le premier TP, t'as les 7 premiers, puis là, le 9 ou le 10e. Il y a du stock à surveiller, je vous le dis. Moi, chez Boom, il y a du stock. Il y a l'air d'avoir du bon stock, et ça m'amène à Firepower chez Image. Ah ouais, ça avait tellement commencé en Lyon. Ça a commencé en Lyon. Le 2e TP, je l'ai trouvé correct. Ouais. Le 3e, tu vois ce qui s'en va, mais c'est parce que, je vais dire, le plus gros problème souvent avec Robert Kirkman, c'est que moi, c'est ce que j'appelle ce qu'il tombe dans son mode Bendis. Mm-hmm. Des dialogues longs que ça va rien pour remplir des pages et des pages qui se passent. C'est comme dans le 3e TP, là. Juste pour. Il se passe une séquence d'action. Le personnage principal se fait attaquer d'un avion. Là, vu qu'il est dans la marde dans l'avion, puis il a peur que l'avion explose, ben, il réussit à ouvrir la porte de l'avion. Tout le monde sait qu'à cause de la pressurisation, c'est impossible. De toute façon, l'avion va exploser si tu réussis à faire ça. Puis il jette en bas de 25 000 pieds avec le méchant. Et pendant qu'il tombe, ben, il faut qu'il utilise son power de tirer des boules de feu pour réussir à ralentir sa chute. Pour essayer d'atterrir. Ça dure 5 pages, pas de dialogue, avec des grosses cases puis plein d'affaires de même. Quand tu arrives sur ton mois, puis tu as payé ton numéro, puis tu te rends compte que le quart de tes pages, c'est un gars qui tombe dans le vide, pas de dialogue. Là. C'est dole un peu. Mais c'est surtout ça. Tu sais, pour une des rares fois, là, je savais comment ça allait finir avant que ça finisse. Depuis la fin du 2e TP, où je m'étais dit, j'espère qu'ils feront pas ça, puis c'est ça qu'ils ont fait. Puis j'ai fait comme, oh. Ah, c'est parce qu'il il a établi un statu quo, qu'il a rétabli, puis il en ramène un autre. Parce que tu vois qu'il jongle avec je peux-tu finir ça là? Ben, je continue plus longtemps. Ben, c'est ça l'affaire, parce que moi, à la fin. Des fermes, c'est tout ce qu'il fait. À la fin du 3, je me suis dit, c'est quoi, ça pourrait arrêter là, puis je serais pas déçu. Là. Effectivement, mais il joue avec des portes qui sont ouvertes puis fermées parce qu'il ouvre puis il ferme son histoire tout le temps. Puis, ils sont pas attachants, les personnages. Les personnages, là, sont pas super attachants. Puis moi, je vais te le dire. J'ai l'impression de voir Daredevil et Iron Fist qui ont fait un enfant. Ouais. C'est que j'ai l'impression de voir le chasse avec Stick, puis de l'autre côté, le gars qui a le pouvoir de Iron Fist. Puis tu sais, Waylon, qui était l'espèce de... Le chasse et le The Ends se lient aussi avec Iron Fist. Ça fait que j'ai l'impression de lire ce que j'ai lu chez Marvel pendant une dizaine d'années. Tu sais, Waylon, qui est le personnage qui était le plus cool dans le premier TP. C'est comme son master. L'espèce de master qui a des beats puis qui a l'air un peu funky. Puis qui écoute du Radiohead. Puis qui écoute du Radiohead. Tu sais, ce personnage-là était tellement parti fort, puis après ça... Il n'a plus rien fait. Ils l'ont effacé complètement, puis Owen, qui est le personnage principal, est tellement plate
Ouais, Il est tellement générique, puis il est tellement... Pour y créer une polémique, ils ont fait que sa blonde qui était morte, qui l'avait traumatisée, et ben, tout le monde le savait, Ouais, est encore elle vivante. est Ça, encore c'est- vivante. C'est toujours le classique. Quelle Si surprise, l'amour de ta vie est mort, c'est parce qu'il est encore vivant. là, Non, parce que c'est ça. faut qu'il y ait une dualité avec sa femme présente puis son ex. Puis, tu sais, la seule question que tu as, c'est tu veux voir pourquoi il ressemble le dragon, tu veux voir c'est quoi, mais. Tu veux voir la femme serpent, c'était quoi? Là? Ouais. Ça arrête là. Puis aussi, tu vois que c'est du classique Corman, c'est encore plus apparent que dans Invincible. C'est ça qui me déçoit un peu, c'est parce que lui, il essaie de travailler maintenant avec un artiste, il essaie de plus le pousser comme il y a eu un problème avec Tony, c'était Tony Moore à l'époque. Ouais, Mhm. il a créé C'est qu'il Walking travaille Dead. avec des dessinateurs, puis il leur dit, là, saute des cases. Je vais t'écrire des cases qui sont pas importantes, puis je vais te dire les cases sont importantes. C'est que des bouts, tu as l'impression que c'est des dessins à la Tintin avec des yeux qui sont faits au point noir, puis il y a d'autres cases que c'est fait avec full beau gros détails. Tu pouvais le comprendre, Invincible, c'était pas si pire que ça. Les personnages étaient grossiers parce que c'était très cartoon. Parce que là, on représente des humains normaux, ça fait que d'une case à l'autre, tu n'as jamais une stabilité. Là, la qualité n'est pas là partout. Elle n'est pas là partout. Donc, tu vois que c'est rushé, puis qu'il y a une idée qui est faite, puis qu'il veut garder le même auteur. C'est qu'on dirait qu'en même temps, ça vient comme casser le beat de temps en temps, puis ça me gosse un peu. C'est pas que c'est mauvais, c'est bon, mais c'est... Mais c'est pas son meilleur travail. Non. On va dire ça comme ça. Puis tu sais, moi, je le compare à Oblivion Song que j'ai lu, que moi, j'ai vraiment apprécié, que j'ai trouvé ça vraiment... Je pense que tu l'avais lu aussi. Ouais, j'ai l'équivalent des 2 premiers TP. Ouais, c'est ça. Probablement, j'ai le premier book de lui. Là. Tu vois, moi, j'ai trouvé ça plus intéressant. Ça faisait Ouais. plus différent. Ben, c'était- moi, quand j'ai terminé, j'avais adoré ça, mais j'ai trouvé que c'était la pire affaire que le Ouais. Kirkman, à part peut-être Marvel Zombies. Là. Mais genre, ouais, avec la manière que vous parlez de Firepower, c'est donnant un peu. Genre, j'étais comme excité. Moi, j'avais vraiment trippé sur le premier numéro. Ça fait peut-être monter. On là. a C'est tout turn trippé off sur un le peu. premier, puis après... Mais le premier qui est en fait le sérieusement- zéro, là. Sérieusement, Ouais, je qui était conseille à comme le dire que prequel. côté super-héros, la série que j'ai plus de fun qui est nouvelle, je conseille à dire Radiant Black chez Image. Hmm. Radiant Black, c'est quelque chose qu'il faut suivre. E-Man. C'est Kevin Smith qui est derrière le projet. Ouais. Donc, Et du c'est côté- pas Iman. C'est Master C'est of the Master Universe. of the Universe. Master of the Universe. Ouais, Revelation. du côté donc de Netflix, vous l'avez écouté. Moi, écoute, je vais me confesser. Ben quoi que t'as mon âge, j'en ai, je comprends pas que t'aimes ça, mais moi, c'est tellement pas... J'avais pas vraiment d'intérêt. Moi, je l'écoute parce que c'est Kevin Smith qui OK, écrit ça. parce que moi, honnêtement, là, j'ai aucune référence de Master of the Universe. Là, je connais ça Je zéro, connais ça là. encore moins que G.I. Joe. Puis j'ai Exactement. jamais vu un film, ni écouté une émission, Exact. ni eu un jouet de G.I. Mais Joe. Alan étant le vieux crouton de notre trio, lui a sûrement beaucoup de références à E-Man. Ouais, j'ai écouté la série quand j'étais jeune. Même l'autre série qui avait sorti, qui était à la fin des années 90, début 2000, il était disponible sur Netflix, ça valait la peine. Ça avait été cancellé, sauf que ça grondait vraiment l'univers. J'avais commencé She-Ra, mais je ne l'ai pas fini parce que c'est pas que c'était mauvais, c'était pas quelque chose qui venait me chercher particulièrement, mais tu sais, c'était excellent aussi. Là, mais oui, je connais un petit peu l'univers de E-Man. Puis là, Kevin Smith, as-tu réussi son coup ou pas? Kevin Non. Smith, il a fait un mauvais coup de publicité. Ouais, c'est ça. Ça dépend sur quel front tu le prends. Tu sais, la Hein? série... Expliquez-moi, là. Il a fait un mauvais coup de publicité, Ok. je Parce comprends que pas. dans le fond, là, puis toi-même, tu as fait l'erreur en commençant. Tu as dit, on va parler de Iman. Oui, carrément. Dans le fond, c'est pas vraiment une série de Iman. C'est une série de l'univers de Iman dans lequel Iman est là dans le premier épisode et il disparaît pour une raison X et on le revoit dans des flashbacks Ah, mais dans c'est les pas autres grave, il y a épisodes. Skeletor. Non, il est Skeletor disparu. disparaît avec. Qui est voicé par Marc Hamill, c'est vraiment cool. Mais tu sais, pour vous, tu sais, vous mettre en contexte, là, genre, tu sais, Iman, là, c'est à peu près tout ce que j'aime pas des cartoons des années 80. là. C'est un gars en bobette qui ressemble à un lutteur avec une coupe champignon en or, avec une grosse épée, qui se bat contre un squelette. Et est qui clairement est là accompagné pour d'un vendre des gars jouets, Qui a là. un bol de toilette sur la tête C'est avec ça. une grosse moustache, c'est ça. Tu sais, je veux dire, Puis il y avait- ça dégouline vendre des jouets. Il n'y avait pas de compagnie japonaise en arrière qui faisait des jouets cool comme les Ah, Transformers. c'est ou ça, la là. Barrière, Fait que là, l'affaire, c'est on veut vendre des jouets Fait que, de façon tu sais, maladroite. Je me disais, bon, Kevin Smith a fait ça. Puis Kevin Smith, les premières attaques qu'il y a eu, les fans disaient, là, on dirait que tu nous fais une série là, où ça sera pas Iman qui va être là. Puis, non, Kevin Smith était là. Vous allez voir, les fans, vous allez être gâtés, vous allez voir Iman, vous allez triper sur Iman. C'est une série d'Iman. Je suis un grand fan de Iman, mais tu sais, il avait déjà dit dans le passé qu'il écoutait pas ça, que c'était pas sa génération. Mais là, il dit, tu sais, je suis derrière vous, je sais c'est quoi le fandom, puis vous serez pas déçus. Puis, envoyé en bande-annonce, puis avec les premiers échos, le monde faisait comme « Ouais, mais là, Il y a on, peut-être on raison. s'assemble s'en aller vers, ça va être un autre personnage qui va prendre le lead. » Il disait « Non, vous allez voir. » Puis finalement, ben oui, c'est un autre personnage qui prend le lead. Tu sais,
C'est comme... Et je serai pas là, on est en 2021, puis je te laisse deviner c'est quoi le personnage qui a pris le dessus. Je le dirais pas, mais je pense que je sais. Ouais, tu sais. Ok, c'est correct. C'est son sidekick féminin qui les cheveux rasés, qui a l'air un peu lesbienne. Non, mais pas juste ça, c'est parce que quand à la fin du premier épisode, quand Iman disparaît avec Skeletor, ben là, quand il faut qu'il ait annoncé que Iman est mort, ils vont voir le roi et la reine. Ils font comme, excuse-nous, c'est parce que Iman est mort. Là, le roi fait comme, mais là, le royaume est perdu. On a perdu Iman qui protège Grayskull. Là, t'as Man at Arm qui fait comme, excusez-moi, bon, ouais, j'ai une autre nouvelle pour vous. Il fait comme, et Adam, où il est, il fait comme, justement, c'est parce que, votre majesté, c'est parce que Adam, votre fils, tu sais, qui est blond, là, puis qui a même une coupe de cheveux qu'Iman, là, ben, c'est Iman. Là, le roi, lui, il pète une coche, sa mère, elle tombe à terre, son fils, puis Iman sont morts en même temps. Le roi, il a une réaction de roi. Il pleure pas, il check Man and Arm, il fait que tu me cachais ça toute ta vie, décalé, je veux plus te voir la face. C'est une réaction de roi. Et Tila, qui était la meilleure amie d'Adam et le bras droit de Iman en combat, qui était la seule qui était pas au courant. Était la seule qui était pas au courant. Elle t'a fait une crise, là, mais une crise existentielle. Ah oui, chez toi. La mère pleure parce que son fils est mort, là, hein. Le roi, il vient de perdre son fils puis son protecteur, mais elle a fait comme, mais moi, personne me respecte dans cet univers-là. Personne me respecte et personne m'aime. Je vous redis tout et je m'en vais. Ben, c'est pas exactement ça. Il l'a mis de manière grossière un petit peu, mais c'est quand même ça. Mais tu sais, à la limite, c'est plus intéressant ça que les aventures de Iman, que personne sait que c'est Iman parce qu'il devient que des gros muscles, mais il garde sa coupe champignon en or. Tu sais, je veux dire, c'est complètement débile. Fait que, tu sais, qu'il ait décidé d'aller ailleurs, tu sais, moi, ça m'a pas dérangé. Ça m'a fait penser à l'espèce de chanson qu'ils ont donnée à Jasmine dans Aladdin. Là. Ouais. Avez-vous vu, là, où elle décide qu'elle pète une coche, puis qu'elle décide qu'elle... Le seul côté positif en se débarrassant d'Iman, c'est que tous les autres personnages qui entouraient Iman, tous les personnages masculins ou autres, parce que c'est une série qui était très masculine, ils ont tous été déconstruits, puis c'est tous des personnages qui doivent se retrouver. Sérieusement, Kevin Smith, la job qu'il a faite sur tous les personnages qui entourent, tu sais, ce que Man at Arm va devenir, même Orko, qui est un personnage de marde, que tout le monde, tu sais, le petit magicien bleu et rouge, là, qui était mauvais comme 10, ce qu'il a fait pour le reconstruire, c'est super épique. Tu sais, Evelyn, c'est elle qui a peut-être un peu moins traité, sauf que il y a plein de personnages de même, ils ont eu tous des beaux moments, même le Gringer, son tigre, il y a des belles séquences, il y a plein de belles affaires. À part elle, de temps en temps, c'est comme à un moment donné qu'ils veulent aller l'enrôler, c'est parce que vu qu'il n'y a plus de magie à cause que Grayskull l'a pété, ben, la planète est en train de crever. Et quand ils vont la chercher, ils font comme, je m'en tabarnak, veuille mentir, la planète au grand complet mérite de mourir. Un fâché que son meilleur ami n'ait pas dit qu'il c'était Iman. C'est à ce point-là. Mais il y a la qualité de l'animation à l'heure de quoi? C'est génial. C'est vraiment beau. C'est ça. Puis tu sais, je te parle en quelqu'un là, qui avait zéro intérêt. J'ai écouté ça. Il y a ça aussi, c'est que la série va être en 2 parties. On a comme les 5 premiers épisodes, on va avoir les 5 autres. Fait que on va laisser le bénéfice du doute. Peut-être que dans les 5 autres épisodes, Iman va revenir plus important. Mais quand même, moi, ces 5 épisodes-là, c'était génial. Là. Je l'ai écouté en une soirée et j'ai eu un fun fou. Parce que Kevin Smith, on a souvent dit à ce podcast-là qu'il était devenu un peu ce qu'il a toujours détesté. Il a fait son Last Jedi, tout simplement. C'est son Last Jedi. Carrément. C'est carrément. Il a fait son Last Jedi. Il a fait ce que le monde ne voulait pas. Puis il se ramasse avec les backslash. Puis tu sais, lui, il faisait partie du monde qui avait pleuré parce qu'il avait été payé pour Last Jedi, c'était tellement... Il a fait son Last Jedi, puis il vit ce que Rian Johnson a vécu. Mais il mérite un peu. Il a pris l'univers, il est allé chercher ce que lui aimait là-dedans, il raconte son histoire, puis le monde s'offusque parce que c'est pas ça qu'il voulait. Mais il mérite un peu. Je veux dire, moi, quand j'avais vu sa critique de Last Jedi, là, hey, toi, man, le plus grand fan de Star Wars, le geek des geeks, le gars qui est capable de nous parler, le gars qui s'inquiétait des travailleurs de la Death Star dans Return of the Jedi, là, OK? Le gars qui se demandait... Pleurer. T'as aimé The Last Jedi. Ouais, mais tu sais, il n'y a pas grand-chose qu'il n'aime pas, Kevin Smith à Star. Ben, le problème, c'est ça. Le problème de Kevin Smith, c'est qu'il est devenu ami avec ceux qui le critiquaient. Étonnamment, le meilleur stock qu'il a fait, si on fait abstraction, mettons, après, mettons, Dogme, il n'a jamais réalisé quelque chose de vraiment potable. En tout cas, ça se débat. Mais il a écrit du stock intéressant. Il y a genre une BD qui est pas cool de Batman, mais la première qu'il a faite est bonne. Son Green Arrow, c'est super bon. Les BD qu'il a faites dans son univers de Clerks sont super drôles aussi. C'est un bon écrivain. Pour moi, Smith, là, il est à son top. Là, demeure associé à Clerks. Et là, ben, on a justement la nouvelle qu'on a commencé, la production 3. Sur Clerks 3. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Puis, tu sais, Clerks est un film
autobiographique qui vieillit avec lui, puis qui vieillit avec ses idées. Tu sais, je veux dire, le premier, c'est ce qu'il pensait au moment où il l'a fait. Le deuxième, c'est ce qu'il pensait au moment où il l'a fait. Tu sais, c'était là où il était rendu. Maintenant, je suis curieux de savoir... Mais repense à J-Bob. Reboot. Est-ce que c'était mauvais? Ça, c'était terrible. Ça, c'était quelle petite catastrophe. Mais j'ai quand même un peu d'espoir. Clerks 2, moi, je fais partie des... Ben, je sais pas si je fais partie des rares, mais moi, j'avais aimé ça. Ça m'avait shaké, moi, Clerks 2. Je peux même pas dire si je l'ai vu. Moi, ça m'avait shaké. Moi, j'avais trouvé ça ordinaire. Ah, J'avais des bons moments. Là. Il y a des moments que j'ai trouvé Smith, forts. on n'a pas une belle relation. Non, je vois ça. Là. Non. Mais le premier Clerks, c'est un classique. Là. Ouais, le premier, j'adore. Oh, arrête, là, Alan. Je peux même pas je me rappelle même pas de l'avoir vu. Je l'ai certainement déjà vu, mais je me rappelle Oh, non, d'aucune séquence. Non, le premier est du grand génie, tant qu'à moi. Là. Puis pour avoir travaillé longtemps dans un club vidéo, on dirait que le film a été fait en me suivant. Là. J'écoute le film, puis je fais comme... Ces petits flashs, là, genre la mère qui sort toutes les... les berlingots de lin, les berlingots de lin, mon trouver Dieu, c'était celui bon. qui a une date infinie. Ça, c'était tellement bon. Beaucoup de bandes annonces. Donc, He-Man disponible sur Netflix. Ouais, exactement. Donc, 5 épisodes d'à peu près combien de temps chaque épisode? 24 minutes. 24 Ah, mon Dieu, ça coûte vite. Ouais, effectivement, je sais pas pourquoi. On dirait que Netflix, ça fait 2-3 petits dessins animés noirs qui ont lâché le 35 minutes, là. Mhm. Puis, mention spéciale au voice acting. On retrouve beaucoup de personnages de Game of Thrones là-dedans. Il y a un des personnages qui est casté par Liam Cunningham qui faisait Davos dans Game of Thrones. Evelyn, qui est faite par Lena Headey, qui faisait Cersei. C'est Sarah Michelle Gellar, Buffy elle-même, qui joue Tila. Ça fait drôle parce que je t'arrête de réécouter Buffy avec ma blonde, puis elle m'entendait écouter ça. Elle dit, t'es en train d'écouter Buffy sans moi? Ça fait longtemps qu'elle n'a pas fait de quoi, elle, en plus. Ouais. Ça doit y faire du bien, un chèque. Non, elle était dans Rebels. Elle était dans Rebels. C'était-tu dans Rebels? Oui, elle était là avec Freddie Prinze Jr. Ah, c'est vrai. Elle faisait une voix avec son chum. Ouais, effectivement. Ça fait un bout qu'on ne l'a pas vu d'abord. Voilà, elle fait du voice acting. Ouais, ça. Puis de Marc Hamill qui fait Skeletor, même s'il est là 3 minutes. Ouais, c'est ça qui est un peu poche, là. Mais beaucoup de bandes annonces. Avant d'aller avec Dune, parce que je sais qu'on va perdre Alan pour une demi-heure, on va commencer avec les deux autres. Puis après ça, on va laisser Alan pendant une demi-heure. Il y a eu des orgies top 10. Bon, c'est ça, je vous dis. Fait que c'est pour ça qu'on commence avec les deux autres. On va commencer avec... un projet passionnel pour chaque. C'est ça. Ben, pas tant. Moi, je n'ai aucun des trois qui me passionne. Hein? T'es pas énervé par Ghostbusters? Ben, je suis énervé par Ghostbusters, mais le 2016, c'est comme un gros coup de poignard, puis on a laissé le poignard là. Fait qu'à chaque fois qu'on en reparle... En fait, la bande-annonce, tu serais plus sur le poignard. Il a pas l'air le fun, le film. What? Il a l'air... Il est où le fun? Hey man, moi là, quand tu vois le char chiré dans la rue avec les kids qui drop l'espèce de petit catcheur de fantôme puis qui te pogne Slimer en sortant, je veux dire, moi j'avais le poil hérissé. Là, c'est beau. Là, on voit un homme qui fait une crise d'anxiété puis qui a peur. Ben, je sais pas, là. Je sais pas comment vous l'expliquer, mais... Parce que t'as peur de te faire mal encore. Non, je sais pas, mais depuis le début que je vois les deux bandes annonces qui sont sorties, les deux fois, je me suis demandé... Je sais pas ce qu'ils font. Puis c'est peut-être tant mieux, là. C'est facile. C'est parce que, dans le fond, il faut jamais oublier que Harold Ramis et Dan Aykroyd ont toujours voulu finir l'histoire de Gozer. Quand ils n'ont pas pu faire le 3e Ghostbuster, ils ont fait le jeu vidéo qui continuait la mythologie de Gozer au grand complet. Tu sais, sérieusement, si vous n'avez jamais fait le jeu vidéo, c'est incroyable. C'est un film en tant que tel. Puis au niveau de ça pousse l'histoire de Gozer, c'est un niveau... Il y avait juste à pas faire le 2 avec... comment est-ce qu'il s'appelle, le Conqueror, là? Ouais, mais sauf que... Vigo! Ouais, Vigo! De Carpatien! Ouais, sauf que tu sais, c'est Harold Ramis puis Dan Aykroyd. Puis surtout Dan Aykroyd, je suis pas sûr que c'est le gars toujours le plus stable sur la planète, OK? Vigo! Mais non, c'est parce que tu vois qu'il y avait une idée. Une fois qu'ils ont fait le 2, ils ont voulu continuer là-dessus. Puis quand tu vois la bande-annonce, tu vois que Harold Ramis a mis des pions partout. Puis tu sais, tu le vois que c'est Gozer qui est là. Ben oui, ça, c'était évident. C'est évident. Donc, je pense qu'ils veulent finir l'histoire des Ghostbusters. L'idée qu'ils ont mis Paul Rudd, je trouve que c'est une idée de génie, le mettre là-dedans. Tu sais, avoir un capitaine, même si c'est une équipe de jeunes Ghostbusters, en mettant ce gars-là, tu t'assures un casting qui va réussir à tenir le monde au grand complet. Puis même si c'est des flots, là, hein, ils sont capables de tenir 2 films sans problème, ces enfants-là. J'ai hâte de voir. 2 films? Ouais, ils pourraient faire une suite facile avec ça. Comment, là? C'est la qualité. C'est Paul Rudd est là, puis la qualité est là. Tu sais, t'as Annie Potts qui est là, t'as Ernie Hudson qui revient, Dan Aykroyd, Bill Murray, ils sont tous revenus. Ben, c'est parce qu'on s'est fait spoiler sur Instagram le lendemain. Bon, c'est ça. On les a vus en figurine, ça a été un gros spoil assez rapide, hein? Avec leur costume, en plus. Tu vois, je l'ai pas vu, ça. Ah ouais? Non, t'es vois les trois avec leur costume, les vieux. Ah, ça, c'est poche. Mais tu sais, moi, je veux rien pas que le monde fasse comme avec le 2016 puis qu'ils pensent que ça va être un film avec les vieux Ghostbusters. T'sais, les vieux Ghostbusters vont être là
en caméo, puis pour passer la torche. Tu sais, les moments, ils vont être là, ça va être pour Mais tu sais, je te pose la question. Pourquoi? Pourquoi ça serait pas un film avec les vieux? Tu sais, ils ont fait ça avec Star Parce qu'il Wars, faut ça a passer pas à autre marché. chose. Ils ont Moi, fait ça avec... Quand t'écoutes les sénateurs, là, tu veux pas revoir les joueurs de 93. T'es content d'avoir les Tu veux nouveaux. pas que ça soit ça, Gaz? Non, je te dis pourquoi ça serait pas ça. Avant d'enregistrer le podcast, j'étais dans ce là avec toi. Puis qu'est-ce qu'on regardait? Terminator Genesis. Puis qu'est-ce que tu me dis sur le vieux qui faisait Terminator? Je t'ai dit, ça serait le temps qu'il arrête. Ça, c'est un maudit bon point. Non, mais attends un peu. Je t'ai aussi dit que je trouvais qu'Arnold Schwarzenegger, il demandait de surjouer le Terminator, puis ça me gossait. Il a jamais été capable de rejouer Terminator comme dans Terminator 2, où il était imposant et épeurant. J'ai toujours trouvé qu'à partir du 3, ça avait l'air d'une parodie de ce qu'il était. Ouais. Mais en même temps, il pouvait plus être épeurant. Je veux dire, le facteur cool était né du premier, où il est un Terminator, un destructeur, puis dans le deuxième, où finalement, reveal, il est encore un robot, mais il est là pour protéger le kid. Après, c'est dur d'avoir cette Ghostbusters, oui, c'est une équipe, mais aussi, c'est plutôt les circonstances, c'est des événements. Que tu prennes le premier Ghostbusters, c'est pas un film. Non. C'est une séquence d'événements, comme il y en a plusieurs qui étaient comme ça. Là. Et qu'est-ce qui mène du début jusqu'à la fin? Là? C'est des séquences filmées pour être cool. Avec des montages. Avec des montages, bon, c'est ça, montage. Puis t'arrives à une finale avec Gozer, mais la première heure et quart du film, là, c'est... Non, c'est ça. C'est ça, Ghostbusters, c'est quelque chose qui est le fun, puis j'ai l'impression qu'ils veulent juste ramener une mythose, puis oui, les vieux, tu vas les voir beaucoup plus que je pense que tu penses. Parce que, tu sais, s'il y a une erreur qu'on a appris de Star Wars, là, c'est d'avoir sidetracké Leia, Luke et Han. Moi, là, je mets un 20 que ça va être la même affaire. Ils vont être là autant Ben, que ça va être exactement la même chose. Ils vont être aussi présents. Ils vont venir sortir les flots parce que les flots, à un moment donné, ils vont être over the head. Ils vont être dans la marde, puis ça va être les autres qui vont venir les sortir de là. Puis je pense qu'ils vont lui dire, nous autres, quand on a commencé, on avait cet équipement-là, on savait pas quoi faire avec, on en avait un qui avait une tête. Parce qu'il y a comme deux approches. Tu sais, t'as cette approche-là qui a été utilisée avec Star Wars, qui a été utilisée donc avec qui sera utilisée avec Ghostbusters. Puis t'as l'approche un peu. Rarement. Oui, et t'as l'approche Indiana Jones, là, où non, on le sidetrack pas, c'est encore lui. Mais encore une fois, il fonctionne pas non plus. Fonctionne pas plus. Là. Parce que, tu sais, il y a que la fait de la bande-annonce qu'il appelle, puis que ça fait We're Close, qui était la célèbre réponse de Ghostbusters 2, que tout le monde l'appelait pendant qu'il est en train de jaser chez Race Occult, dans la librairie de Restance. Parce que c'est Dan Aykroyd qui répond, puis qui dit We're Close, la chose qu'il disait tout le temps. Donc, dès que tu vois ça, ce qu'il appelle, là, tu le vois, t'es gros max, t'es à la moitié du film. C'est comme quand Anne y rentre puis il fait Chewie, we're home. Puis qu'on a tout fait comme oh mon Dieu que ça va être hot! Jusqu'au temps qu'il y a des grosses boules qui bouffent tout le monde dans le couloir. Là. Mais tu sais, c'était correct comme il l'avait fait dans l'épisode 7 parce que tu le sentais qu'il allait être là, mais que ces personnages-là allaient soit mourir, soit être mis de côté un peu. C'était pas leur histoire. Je continue à dire qu'on est en 2021 puis que le film n'a pas le choix d'être une éducation. Puis comme j'avais dit la première fois, c'est que Paul Rudd va servir d'intermédiaire entre nous et le plus jeune public. Ouais, c'est ça. C'est lui ceux qui ont pas vu. Il va expliquer l'origine puis l'histoire des Ghostbusters pour le monde qui n'a pas connu ça. Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est... Mais comment ils vont expliquer que parce que tout le monde a oublié Mr. Puff Chamallow? Parce que le problème, là, il faut jamais... Mais il n'y a personne qui a oublié ça vraiment. Ben, ils sont plus à New York. Ah, OK, c'est ça. Ils sont juste de New York, plus à New York. Ouais, mais... Ce monde-là, on s'est reconnu, il voyage pas. C'est bon, Martin. Tu travailles dans les médias, là, OK? Oui. Ça s'est passé en quelle année, le Bibodome? 88, 87. Un petit peu dans ces alentours-là, ouais. OK? Puis quand tu parles à des jeunes personnes dans des médias, là, puis tu leur parles du 11 septembre, ah, je sais, c'est déjà presque oublié. et voilà. Ouais. C'est que, rendu là, s'il y a deux tours qui ont pété avec les milliers de personnes qui sont mortes, puis il y a une grosse guimauve qui s'est promenée dans une ville, là. Ah, mais c'est quand même moins dur à oublier une grosse guimauve géante dans une ville. Non, il y en a un qui est plus drôle que l'autre. Mais, oui. Que, tu sais... Mais est-ce qu'il va y avoir un caméo des filles Ghostbusters? J'espère. Ben, j'espère que le seul caméo qui va être, c'est que je crois qu'on a frappé quelque chose dans une voiture. C'est que ça serait drôle, hein? Les cartes sortent du véhicule. Ah, on prend des vacances. Il y a comme genre un gros pied géant de fantôme. Ramenez-nous Melissa McCarthy. C'est ça qu'on veut. Même en mourant, elle réussirait à scraper le film avec son mauvais acting humoriste. Elle ferait des jokes de nouilles encore. Je suis morte, mais je fais des jokes de nouilles. Ah oui, ramenez-la en fantôme. Ce serait écœurant. Ouais. Oh, morte, mais sont encore là. Wow. Le film avec 4 filles qui sont en route qui veulent coucher avec Chris Hemsworth. Ah, c'est que c'était mauvais. Ça n'a pas de bon sens comment c'était mauvais. Tu sais, au-delà de tout le débat qu'il y a eu sur vous êtes juste. C'est juste parce que c'est des filles. Non. C'est juste mauvais. Point, là.
point. Je suis capable de voir plein de films avec des filles, c'est super bon. Ça, c'est juste de la crise de merde. C'est drôle parce que ça fait un pont avec ce qu'on parlait tantôt avec Kevin Smith puis Iman, puis comment il s'est aliéné le fanbase. Tu sais, le film est mauvais de 2000. Ben, en tout cas, selon moi, il est correct. Là. C'est pas un très bon film, mais ça passe. Okay, la porte est là. Mais je veux dire, le gros problème, c'est qu'ils ont dit à tout le monde, ils vont revenir les autres, puis vous allez voir, puis ça va être dans l'esprit de la série. Puis ouais, non, pas tant. T'sais. Absolument pas, même. Il avait promis au monde que ça allait être un lien avec les autres Ghostbusters, puis non, c'était rien qu'un reboot. Mais genre, non, c'est pas vraiment un reboot, vous allez voir. Puis quand ils se sont rendus compte que les filles étaient pas drôles avec leur prévisation, ils ont fait que Chris fait n'importe quoi. Ouais, c'est ça. Chris, peux-tu nous sauver ça avec ton beau mets petit le téléphone derrière? dans l'aquarium, mets des lunettes pas de verre, puis nettoie tes pas de verre en disant que c'est pour le look. C'est ça. Flotte dans les airs. Faites quoi? N'importe quoi. À la fin, là, danse avec tes C'est autres ça. dans l'armée de zombies. Danse, s'il te plaît. Fais quelque chose. Sauve-nous, Chris, s'il vous plaît. Ah, c'était vraiment vilain. Chucky? Peut-être plus toi, Jean-Nic, qui est intéressé par ça. J'ai pas compris. On a fini... Je sais qu'il y avait eu des films récemment de Chucky. Il y a eu le reboot avec Mark Hamill qui faisait la voix. Ouais. D'ailleurs, c'était-tu bon, ça? Moi, j'ai bien aimé ça. Okay. C'est pas pour tout le monde, là, mais je vous dirais, si vous aimez l'univers de Chucky, donnez une chance au reboot. C'est un bon remake. Mais dans le fond, c'est le seul qui va avoir ce remake-là parce que c'est une question de droit. Le gars qui est derrière Chucky, Don Mancini, qui a créé la franchise, qui a écrit la plupart des films, s'était chicané avec les studios et je crois que c'est MGM qui garde comme les droits pour le nom puis l'utilisation du personnage. Fait que c'est pour ça qu'ils ont essayé de rebooter. Puis lui, il était contre le projet, il l'a tout le temps dit. Puis il a comme tout le temps continué par le side à faire ses affaires. Ah, parce qu'il y a eu Seed of Chucky, il y a eu... Dans le fond, c'est Bride, Curse, puis... Seed. Non, c'est Seed, c'est après Bride. Bride, Seed... Curse. Puis il y en a un autre. Il y en a un autre. En tout cas, les deux derniers sont comme ce qui était supposé être un reboot. Parce que là, c'est Don Mancini qui les a réalisés, lui disant on va apporter ça arrière. Les bandes annonces nous montrent un Chucky qui était différent. Et finalement, il y a un reveal dans le premier de ces deux films-là où c'est le bon vieux même Chucky. Même il y a des personnages. Des tout, exact. Puis tu sais, il enlève comme la peau qu'il avait. Puis on se rend compte qu'il y a encore les cicatrices. Puis, okay. En tout cas, tu sais, genre la série a toujours continué. La série télé, dans le fond, c'est la continuation de ça. Okay. Ce qu'on sait, c'est que ça va se passer dans une petite ville où il y a un kid qui achète une poupée de Chucky. Puis il se fait écœurer à l'école, il a l'air un peu outsider. Puis de ce qu'on voit dans la bande-annonce, Chucky semble comme lui parler, puis il proposait des trucs. Genre, tu te fais écœurer à l'école, ben, c'est que tu dirais si on se débarrassait des bombes, genre. Puis ça semble être ça un peu le mot de la série. Genre, Chucky va manipuler les kids et en tuer, dans le fond, pour essayer de se... On sait pas pourquoi. C'est où, hein, cette série-là? Ça va être sur Sci-Fi. Sci-Fi. Et c'est ça qui est cool. T'sais, ils ont eu le green light pour mettre tout le gore qu'ils veulent, mettre tous les fuck qu'ils veulent, parce que Chucky, un peu le côté... C'est exact. C'est un personnage qui sac beaucoup, qui est très drôle. Puis ils nous en ont pas montré beaucoup. Qui est très drôle. Okay, t'es père, toi, hein? T'es père, toi, depuis quelques temps? Ouais, non, okay. Arthur écoute pas ça avec moi. J'espère, non? Plus tard. Oui. Sophie il est très drôle, tu sais. C'est un bon petit gars. On l'aime. On sait que... presque tout le cast des autres films, soit le petit gars qui jouait Indy dans le premier film, après ça commence à Bride est-tu là aussi? Elizabeth Tilly. Avec sa voix bizarre. Oui, avec sa petite voix agressante, sont tous supposés revenir, mais on voit pas ça. La bande-annonce, ça donne vraiment l'impression. Fait que moi, j'ai l'impression qu'ils veulent nous amener ailleurs, pour nous faire croire que c'est pas lié tant que ça, que c'est autre chose, puis ça va être super intéressant. Mais oui, normalement, la série est supposée se lier. Mais c'est comme le nouveau film. Ben, mets-toi à jour, là, écoute. Ouais, c'est ça, sérieusement, ils sont vraiment cool. Si t'aimes le moindrement cet univers, parce que c'était des straight to DVD, hein? Oui, et moi, c'est ce qui me faisait peur au début, mais tu sais, je veux dire, ils sont pas mal meilleurs que Seed, qui était un film qui est sorti au cinéma. Ouais, parce que je pense que c'est après Bride que ça commence à être un petit peu genre... Ben, Bride, c'est lui qui a apporté le côté plus humoristique dans la franchise. Il y a encore du gore, mais c'est le côté plus éclaté, puis ça a comme resté beaucoup avec le... Ouais, c'est ça, là, parce que tu sais, les trois premiers, je m'en souviens, là, je les écoutais quand j'étais adolescent, puis tout, là. Le truc qu'il faut garder en tête, puis qui, moi, sécurise tout ça, c'est que, c'est Don Mancini qui écrit, il va réaliser les épisodes, il est en arrière du projet, et l'équipe de production qui est en arrière, c'est eux qui sont derrière la série d'horreur Channel Zero. Puis c'est genre un truc que j'avais parlé, je pense, dans le premier épisode que j'ai fait avec Les Injustes. C'était une série d'horreur qui avait sur Sci-Fi qui est vraiment, vraiment, vraiment écœurante. Probablement la meilleure série d'horreur que j'ai écoutée de ma vie. Puis là, c'est eux autres qui sont sur ce projet-là, Don Mancini. Fait que moi, c'est comme... Tout est là pour que ça soit vraiment écoute, cool. Je te promets que je vais peut-être checker un coup d'œil, me mettre à jour à tout de moins. Là, puis je pense qu'ils sont disponibles sur une des plateformes à quelque part. Là. Ouais, au Canada, ça va être sur probablement
Sci-Fi Canada, je sais pas. Moi, mais je te parle des normalement, anciens films, je pense, sont disponibles sur une couple de les plateformes. Sci-Fi, d'habitude, c'est sur Crave. je me Ouais, trompe c'est pas. ça. Ouais. Fait que je vais essayer Mais de le les, mettre à les jour. anciens films, je pense qu'avec Netflix et Amazon, Ouais, c'est t'es ça, t'en as capable une de coupe, là. compléter, ouais, T'en as vraiment, une là. coupe. Bon, OK, Alan, c'est ton bout. Moi, je vais aller le voir parce que j'ai adoré mon expérience de Blade Runner 2049. J'ai adoré ça parce que je suis un fan des images que filme Denis Villeneuve. Même si je n'arrive pas encore à comprendre Dune, malgré le fait que ça fait 8 fois que j'essaye. Pourtant, c'est moins compliqué que Star Wars. Ça a l'air encore. superbe. Ça a vraiment l'air superbe. Ne serait-ce que pour les images. Là. Tu vois qu'ils ont mis le paquet. C'est la dernière Hein? bande-annonce. là. Puis tu comprends pourquoi ils voulaient que ça soit au cinéma. Là. Oui, mais c'est pas juste ça. C'est parce qu'en plus, avec la nouvelle qui est sortie dernièrement, que Denis Villeneuve va réaliser le pilote de la première épisode de la série Bene Gesserit, tu vois que finalement, ils veulent vraiment faire un deuxième, puis que Warner veut s'enligner. Tu sais, s'ils produisent quand même la série, c'est parce qu'ils veulent en sortir un deuxième, parce que tu peux pas sortir un demi-prochain, faire une série TV, puis pas sortir un deuxième film. Ça Toi, veut dire c'était qu'on va avoir ton- un deuxième Batman aussi. Ça, c'était ton inquiétude, ça. Hein? Ouais, parce que la moitié de l'histoire de Dune est intéressante, mais la deuxième partie c'est pas le même game, là. Tu sais, Ok. quand Paul Atreides devient Muad'Dib, puis qu'il décide de rentrer contre la forteresse Ça y Arconienne, est, puis je tout, comprends plus rien. c'est... On est déjà perdu. J'ai perdu là. OK, quand Luke Skywalker décide de rentrer merci. contre la Death Star, OK, là, je comprends. Ah, c'est merci. exactement la même crise d'affaires. Oui, c'est nous autres qui est trop cave, Alan. On n'est pas capable de comprendre. Tu Non, comprends? mais c'est à cause Ça fait c'est juste un- 8 ça fait c'est un- juste 12 000 fois qu'il nous compte la Bible, Alan, puis je la comprends pas encore, Mais OK? c'est- Là? Parce que dans le fond, c'est du lore. Parce que, C'est tu sais, ça. faut rien que te répéter ce que tu viens de dire. Tu sais, c'est des mots qui n'existent pas, ils n'ont pas de référence. Ben Fait que oui, quand mais- tu ne l'as mais- pas lu, tu sais pas c'est quoi un bel Benadryl, Ben, puis rentrer contre Benadryl? les Stafford, puis les- C'est pas l'affaire entière Ouais, à mais ça? C'est un sirop Tu sais, de la c'est parce que, comme je dis, c'est pas plus compliqué que le Star Wars, c'est juste que le monde en général se met pas assez dedans, puis tu sais, c'est parce que Star Wars, tout le monde en jase, puis tout le monde sait c'est quoi un Jedi, tandis que si t'arrives avec ça, c'est quoi ça, c'est quoi ça? Mais c'est Ouais. peut-être un peu plus accessible aussi. Là. Ben, Star Dune, Wars, c'est parce que ça commence par des films. des films. C'est ça, parce que mais même le Dune de 84, là, c'est pas très bon. Là. Ben, c'est parce qu'il y a beaucoup d'idées qui a essayé d'appliquer là-dessus. C'est pas un mauvais film, c'est un bon film qui apporte beaucoup de bonnes idées. C'est parce que moi, ce que j'aime, c'est que si tu as vu ce film-là, normalement, que tu rentres dans la lecture, au moins, tu es capable de plus facilement replacer le personnage. Parce que souvent, dans ce type de roman-là, à la Game of Thrones et autres, il y a tellement de personnages que quand tu n'as pas un c'est visuel, tu viens de perdre. Tandis que si tu as vu le film avant, au moins, tu as une image mentale. Puis tu vois un petit peu ce C'est que ça ça. va. T'as une Comme référence. les petits sables laser Mais, en tu sais- cube. Maudit que ça a mal vieilli. Sauf que ça. tu vois que sur le visuel, ça a de l'air super malade. Mais tu vois que il y a beaucoup de monde que Jason Momoa vont vouloir le tuer. Pourquoi? Parce que tu le vois une seconde dans mon annonce puis il fait une joke. Ouais. C'est pas une bon, ça? C'est pas grave, ça. Ouais, je On sais, l'aime, mais c'est parce Jason. que. Non, mais moi, c'est mon point, c'est parce que je sais qu'il y a du monde qui ont chialé là-dessus, mais sauf que, tu sais, il faut comprendre que oui, ils ont peut-être pas ils ont dû prendre ces personnages-là puis les rendre un peu plus humoristiques, parce que le problème, c'est un film qui va durer plus que 3 heures, et si tu y vas rien que dans le lot pendant 3 Ouais, heures, c'est on sait ça, ce que là. le cinéphile moyen, qu'est-ce qu'il fait? Ben, Le cerveau se met à off puis il s'en va ailleurs. Ouais, c'est là. ça. Tu sais, je Ben, pense qu'il y a quand même un point entre tu sais, ce que James Gunn fait puis la liste de Schindler. Là. Oui, Tu sais, je veux dire, il y a un milieu quelque part. Là. mais tu sais, la bande-annonce, ce qui est le fun, c'est qu'elle nous montre vraiment le visuel de quoi ça va avoir de l'air. C'est que tu vois la splendeur C'est de Dune, magnifique. le désert, de quoi de la façon que c'est filmé. Puis même quand ils décident de nous montrer les ornithoptères, puis la façon qu'ils ont réalisé, parce qu'il ne faut pas oublier que Dune, ça se passe vraiment dans le futur. C'est notre futur à nous autres. Mais c'est après un djihad hitlérien où ce que l'intelligence artificielle a presque gagné sur l'humanité. Donc, eux autres, une fois qu'ils ont gagné la guerre contre les machines, ils ont reparti de la technologie, mais tu n'as plus d'ordinateur réel. Tu sais, tout est mécanique, puis il n'y a plus d'ordinateur. Les ordinateurs, c'est des gars qui shootent à l'épice, puis qui deviennent des supercomputers, mais c'est des humains normaux, mais drogués à l'épice au max. Ça fait que ça n'existe plus des ordinateurs. C'est que tout est ultra manuel, tout est basé beaucoup sur la nature. C'est pour ça que leur vaisseau, ils appellent ça c'est des ornithoptères, puis ils ont des ailes qui battent parce que tu n'as plus rien qui est contrôlé. Même les voyages spatials, c'est pour ça que les pistes c'est important. Les vecteurs de voyage sont calculés par des navigateurs qui deviennent, c'est des grosses masses gélatineuses qui sont dans un nuage d'épices puis qui calculent toutes les possibilités pour pouvoir voyager. Donc, c'est pour ça que l'épice est ultra importante dans Dune. C'est que il réussit à nous montrer cette splendeur-là, mais sans nous montrer trop. C'est que, tu sais, on ne voit pas ailleurs. C'est en très minimalistique. En étant petit, il a réussi à Sur nous 3 montrer heures de gros. film. Là, Sur 3 heures de film. Puis aussi, il ne faut pas oublier que la divinité, qu'est-ce qui est le plus important dans Dune, c'est le Shai-Hulud, les vers de terre. Puis, en fin de sa bande-annonce-là, je pense qu'on a vu un papier à ce pointer. Ouais. Et ils sont majestueux. Mais Denis Villeneuve est probablement la cure à George Lucas. Là. Tu sais, je veux dire,
il a tous les moyens technologiques pour faire ce qu'il veut faire, mais contrairement à Lucas qui devient complètement fou, puis qui en met partout, puis qui ajoute des affaires partout, puis qui met des affaires partout, puis, je pense que Denis Villeneuve se garde encore un sens à ce qu'il fait. Un sens à ce qu'il fait, puis ce qui est fun avec Denis Villeneuve, c'est que c'est un gars qui se met sur un projet, puis il dit, je fais ça, qui que je peux avoir? Lui, il n'a pas besoin de chercher, les CV sont sur sa table. Ouais. C'est que quand tu checkes la distribution de ce film-là, qui se porte de Rebecca Ferguson à Dave Bautista, Jason Momoa, Josh Brolin qui est là-dedans. Quand il s'appelle Chalamet, là. Timothée Chalamet. T'as Zendaya, celle-là qui joue Mary Jane dans les nouveaux Spider-Man. T'as du stock là-dedans. Vraiment. T'as du gros calibre. Là. Tout le monde voulait être associé à lui. Ben oui, c'est sûr. Mais tout le monde a vu ce qu'il a fait avec Blade Runner. Oui. Puis tu sais, je veux dire, Blade Runner est même pas parfait. parfait. Tu sais. Ouais. Le Blade Runner, dans ma tête, n'est pas un film parfait. Par contre, il a une tonne de qualité, puis surtout, il prend pas le spectateur pour un con. Mais ce que je comprends ça, pas, c'est vraiment hot, parce que tu sais, le film s'est planté au box-office, peut-être parce ça, qu'il est un peu compris. trop lourd. Mais tu sais, j'espère qu'il va garder ça mais aussi c'est avec un tout, film puis pas magnifique. trop l'édulcorer. Moi, je n'ai pas compris C'était trop à long. quel point c'est c'était trop lent. sous-estimé, ce film-là. Là. Hey, la scène où il fait l'amour avec l'hologramme, là, Ouais, c'est tout le temps la scène que j'ai en tête quand je pense au c'est film. du génie, là. C'est visuellement, c'est... Mais Moi, ce film-là m'avait complètement laissé à terre. Ouais, non, mais c'est parce que c'est le problème du film. C'est parce que le problème, c'est que le monde sont allés le voir, ont oublié qu'il y avait un premier Blade Runner, puis ont oublié que Blade Runner, il se passe rien, c'est contemplatif des décors tout alentour. Parce que quand tu écoutes le premier Blade Runner, c'est une trame sonore d'Evangelis. Oui. Puis avec des gros plans, puis des séquences qui sont longues sur des déplacements sur les buildings de la TRL Puis des Corporation, puis discours des discours qui sont... Puis il n'y a personne qui a un discours... Tu sais, il n'y a personne qui parle à ma vitesse là, dans cet univers-là. Tout le monde Tu sais, est la plus... fin de ce film-là, là, quand le Replicant lui fait, tu sais, qu'est-ce que je vais être, ne serait-ce qu'une goutte d'eau d'un océan, enfin la même, là, écoute, ça Ouais, va tu pas, parles c'est du une gars réflexion. que lui, peu importe les rôles qu'il avait à l'époque, c'est le dernier speech que je fais, je l'improvise. Ah oui, puis écoute, ça en était tout un, là. Ben, sauf qu'ils n'ont pas toujours réussi, ces speeches-là, par exemple. Non, ils les ont pas toujours réussi, mais dans Blade Runner, c'est un grand classique, Roger, là. Roger. Ouais, Hein? exactement. Roger, Roger. Ouais. Mais c'est un classique, là. Like Tears in the Rain. Écoute, non, c'est génial, là. Mais, puis le deuxième, tu sais, je veux dire, ça prend juste un Québécois, puis je le dis souvent, pour filmer de la neige comme il l'a fait, là. À quel point c'est beau, puis c'est bien fait. Fait que Un Canadien, on Un va Canadien, dire, ouais. ouais. C'est quoi j'ai dit? Un Québécois. Non, mais c'est c'est ça, quoi? un Québécois. Non, mais c'était pas. Je te reprenais pas. C'est parce que j'ai vu un autre film canadien récemment. Oui, puis je me suis non, passé le non, commentaire. oui, J'étais là. non. Fuck quelqu'un qui sait c'est quoi de la neige. Oui, Non, oui. mais tu sais, c'est pas juste ça. En plus, c'est le même principe un peu avec le désert. Tu sais, c'est comme un hiver, mais en inverse. Mais visuellement, le film a de l'air beau. Les acteurs sont là. Dune, c'est une saga qui est énorme. Je sais que c'est quelque chose qui est lourd. On en a déjà parlé. Martin avait pogné à BD aussi. Je me trompe pas. C'est que, je conseille à dire, si le roman, vous trouvez que c'est quelque chose qui est trop lourd, là, tombez sur la BD. Au moins, ça. Vous ayez qu'à voir la première partie, possiblement ce qu'on va voir dans le film. Et peut-être que le film va se rendre un peu plus loin, mais au moins, vous allez avoir des bases. Non, vous allez avoir une base, mais tu sais, je veux pas être plate, là, mais je suis pas convaincu que ça va faire un gros hit, là. Ben, c'est tout dépendamment parce que le problème, là, c'est qu'au mois d'octobre, on sait pas quoi que ça ressemblait. Il y a plein de cinémas qui sont en train de fermer aux États-Unis encore. Donc, En plus, là. Puis, puis non, pas rien que ça, même l'Angleterre, parce que regardez, là, ça fait 2 semaines que le box-office est en train de cracher à cause de ça. j'ai hâte de voir aussi ce que Black Widow va donner aussi sur l'avenir du cinéma. Il y a de quoi de gros qui se joue là avec la poursuite de Scarlett Johansson. Black Widow, ouais, effectivement, pour le monde qui savent un petit peu ce qui s'est passé avec Black Widow, c'est que ce qui arrive, c'est qu'elle a fait une entente, vu que Disney l'a un petit peu fait chier en avait jamais son vrai rôle, son vrai film tout seul, puis que Black Widow était leur meilleur culpa, c'est qu'elle a signé une antenne dans les Robert Downey Jr., donc elle a touché un pourcentage des profits en Puis salle. c'était supposé être en salle uniquement. En salle, ben, je savais parce que le contrat fait que tu touches rien que c'est retombé là-dedans. C'est puis sur le streaming, ils vendent le film à 30$, puis elle ne peut pas toucher de cette partie-là. Donc, elle s'est fait promettre un chèque qui frôlait 50 millions de dollars pour prendre sa retraite du MCU. Elle l'a pas eu. Elle l'a pas eu, puis pour y fermer un peu la boîte, je pense qu'ils ont enfilé 20 millions. Ouais, c'est ça, parce que ça a fait 318 millions, puis le film a coûté 200. Là. Ouais. Puis si on ajoute, je pense, un 60 millions avec le streaming que ça a fait. Là. Donc, puis ça, je ne pense pas que Black Widow n'a pas fait bien au cinéma à cause de la COVID. Il n'a pas fait bien au cinéma parce que c'est poche. Ben, il aurait droppé 65% aussi la deuxième semaine. C'est ça. Ouais. Il aurait droppé, mais en même temps, le fait qu'il soit disponible, ça, probablement que ça Ah, mais le monde n'avait pas le goût de le voir. Ça aurait été un film de 350 millions quand même. C'est ça. Le monde n'avait pas le goût de le voir. Puis, on va pouvoir le mesurer avec... avec... que Disney va gagner son...
Non, je Bon, dis ben. que Scarlett Johansson, peu importe ce qui va arriver, va modifier la façon de faire. Parce que là, cette façon de faire-là est arrivée avec la COVID, là, les simultanés. Là. Ouais. Il y en a d'autres studios qui, eux, se vantent de ne pas le faire. Non, mais pas juste ça, c'est parce qu'il n'y aura pas le choix, parce qu'oublie pas que maintenant, ça va être un 8 semaines. C'est ça. Ça fait que Warner, eux autres, avec leur HBO Max, là, c'est comme ça qu'ils vont lancer. Je pense que ça va être 8 semaines gros max entre leur streaming et leur sortie en salle. Ils n'ont pas le choix. Puis c'est normal. C'est correct. Puis 8 semaines, ça va. Ils vont C'est dire au l'équivalent du monde, DVD. si ton film n'a pas fait son argent là-dedans, là, nous autres, on le pitch à la plateforme. Ben, Après c'est ça. 8 semaines. Là, Mais en même temps, c'est l'équivalent de la sortie DVD. Parce que le streaming doit remplacer la sortie DVD. Ouais. Tu sais, je veux dire, on avait la sortie DVD à peu près à ça 8 semaines après le film. Fait que c'est juste normal. Là. Moi, je trouve ça bien correct. Là. Tu sais, tu vas voir que Black Widow, c'était de la merde, puis que c'est pas la COVID quand on va avoir les chiffres de Suicide Squad en fin de semaine. Là. Parce que d'après moi, il va faire pas mal plus que Black Widow. je le sais pas. Non. Je suis pas convaincu qu'il va faire. Je suis convaincu que Non. oui, mais C'est du DC. J'espère qu'il va faire pas mal. je pense qu'il va la faire plus. critique moi. va l'aider peut-être un peu, là, mais Sauf qu'oublie pas que gros, là, c'est 50 millions en ce moment. Ouais, je sais. C'est pas un 100 millions. Puis à 50 millions, ta deuxième semaine, t'es en bas de 10. D'ailleurs, Suicide Squad, on va vous en parler dans le prochain épisode. Moi, j'y vais vendredi avec Alan. Toi, tu y vas jeudi, mais moi, je peux pas y aller, j'ai un spectacle, mais je vais y aller vendredi assurément. Fait que tu me diras juste un pouce en l'air. Ben, quoi que toi, ça donne rien. Ça va être, ça va être je peux déjà te le donner. Ça va être pouce un en pouce l'air. en l'air. Ouais. Ah, ça va être pouce en l'air. Faudrait vraiment que ça. J'ai déjà dit à propos de James Gunn que j'adorais le monde iront pas voir un écureuil avec un gun au cinéma. Moi aussi, j'ai dit C'est ça. un film de cave. Et quand je l'ai vu, j'ai fait et que j'aurais dû fermer ma gueule, que c'est bon. Puis, tu sais, c'est un de mes Marvel préférés, Guardian of the Galaxy. Là, il prend un univers premier. que j'adore. Ouais, le premier. Ouais, le deuxième est moins facile un peu. Parce Ben, il est que- bon aussi, le deuxième. Ouais, mais le hein, premier, là, je sais pas, tu sais, moi, j'ai pas ton âge vénérable, Alan, j'étais pas aux noces de Cana, mais quand je suis sorti de Guardians of the Galaxy, c'était mon Star Wars à moi, là. J'avais l'impression d'avoir vu quelque chose Ouais. d'exceptionnel, de nouveau, puis je connaissais personne dans cette style d'équipe-là, moi, là. Ouais, Personne. ben, c'est ça, c'est parce que moi, quelques années avant, j'avais passé à Annihilation au grand complet de Damadnet et compagnie. Ben, c'est ça, là. Je sais sérieusement de la BD dans l'espace avec sa gang-là, j'en avais. C'est ça, là. J'en avais peur, là. Moi, j'étais vierge, là. Fait que quand je suis sorti de là, j'ai fait comme, oh my god, ça devait ressembler à ça quand les gens sont sortis de A New Hope, là. Ils ont dû faire comme, oh wow, qu'est-ce que c'est ça, crime, c'est... J'espère que Suicide Squad va apporter comme ce renouveau-là à DC qui en a besoin présentement. Oh, au ils ont cinéma. besoin... En fait, DC a pas mal besoin de tout ce qu'ils Ouais, peuvent pogner, tout là. ce qu'ils peuvent. Ouais, mais plus je vois des images de Flashpoint Paradox, plus je suis content que le film ait traîné aussi longtemps que ça, parce que Ouais. il y a de la. Tu sais, Mais même Ben Affleck sur sa moto, là, qui ressemble à celle-là de Shane Murphy. Ouais. Mais là, c'est dangereux, tu sais. D'abord, ils vont se faire taxer d'avoir copié Marvel alors qu'il était en production bien avant que Marvel décide de faire le multiverse, là. Ouais, mais tantôt sur mon poison, tu vas voir, je vais changer du multiverse encore, OK? Ben, allons-y avec nos poisons, tiens, vas-y donc tout de suite. Commence. Mon poison, hier, je me suis tapé la 3e et dernière saison actuelle de Transformers War of Cybertron, qui ouvre possiblement sur une suite qui va être War of Unicron. Honnêtement, ces 3 parties-là qui s'écoutent comme 3 films de 3 heures, c'est du pur génie. Moi, j'avais écouté le premier, là, Ouais. puis je suis encore staché au premier, mais il faudrait effectivement que je... Oh non, j'ai vu sortir... Oh boy. Excusez. Oh boy, je sais qu'on s'en va Martin pour le n'est pas prêt. Non, je suis pas prêt à ça. OK. Mais non, c'est ça. C'est parce que même sur la 2e saison, elle était là. Puis sur la 3e, c'est Kingdom. Dans le fond, Oui. à la fin du 2e, ils ont passé à travers de Vortex. Ils s'écrasent sur Terre, mais à l'époque de Beast War. Wow. Donc, on retrouve les Predacons et les Maximals qui sont là. Donc, tu as vraiment un clash entre les deux générations de Transformers. Donc, tu as les Maximals et les Predacons, les autres qui se battent des millions et des millions d'années après la marde qu'Optimus a causée avec Megatron. Les autres vivent sur une Cybertron qui est morte puis qui essayent de sauver parce qu'il y a 2 câbles dans le temps qui n'étaient pas capables de s'entendre puis ils ont tout débattu. C'est que tu as une classe de génération qui est là, qui est super intéressant. La façon qu'ils ont amené les personnages, c'est super le fun. Ils ont amélioré un peu l'animation? Parce que, tu sais, au début, on se disait, ils vont peut-être évoluer un peu en... Ah, l'animation, de toute façon, les couleurs sont tellement belles. Puis les plans qu'ils mettent sur des personnages qui font leur dialogue, c'était tellement beau, là. C'était tellement incroyable. Tu sais, ils réussissent à mettre de l'émotion dans la face d'Optimus, là. Je comprends pas comment ils font, là, mais non, Ok. visuellement, les couleurs, tout, c'est super beau. Le point négatif, j'en parlais avec c'était Guillaume, un de mes chums, il avait eu raison, qui m'a dit de ça, c'est qu'au niveau des Maximals et des Predacons, c'est pas les mêmes voix que dans le temps, c'est vrai, sauf que, sérieusement, le Mégatron Tyrannosaure, là, il a une voix, là, tellement De marde. soft, là. Oh. C'est parce que j'ai l'impression qu'ils ont voulu faire un clash entre sa génération de Transformers. Les autres sont très robotiques, donc ils ont des voix écho, comme qu'ils parlaient dans une boîte de concert, parce que c'est des robots. Tandis que les autres, vu qu'ils sont plus organiques sur leur transformation, ils parlent comme des humains normaux. OK. C'est qu'ils n'ont pas de voix de robot.
Puis ça fait vraiment un très gros clash. Mais sérieusement, la passion qui amène encore l'histoire. Puis la première saison, on avait chialé parce qu'il se passait rien, il n'y avait pas d'action. Mais plus ça avance, plus le manque d'action, plus le développement, c'est ça qui devient intéressant parce qu'il travaille tellement bien tout. Puis c'est sur Netflix, c'est ça? C'est sur Netflix, effectivement. C'est rien que 6 épisodes de 24 minutes. Comme je vous dis, c'est 3 films de 3 heures que tu peux Ça va arrêter vite, n'importe là. quand passer des épisodes. Puis ils nous ont présenté Nemesis Prime là-dedans aussi. Donc, pour le monde qui te connaît, ça, la version dark d'Optimus, là, c'est vraiment, vraiment cool. À écouter sur Netflix, c'est drôle parce que Mon Poison va être Netflix aussi. En fait, puis ça va être un documentaire. Fait que ça va changer un peu de ce qu'on présente. Sur les panthères. Ouais. Non, absolument pas. Mais je trouve ça important quand on lit beaucoup de BD et qu'on s'intéresse à toutes sortes de. Tu sais, surtout sur les vilains. La série s'appelle How to Become a Tyrant. C'est de la narration faite par Peter Dinklage, qui est donc le Tyrion dans Game of Thrones. Et c'est fait avec une grande ironie où on nous présente le livre parfait pour devenir un dictateur et le parfait dictateur. Et on utilise 5 modèles pour nous donner des conseils sur quoi faire pour vous hisser au plus haut pouvoir et conserver votre pouvoir. Et toutes les tactiques qu'on énumère sont analysées par des historiens, par des gens de sociologie, d'anthropologie. Et c'est tellement intéressant, là. Par exemple, juste pour vous donner une idée, dans le premier épisode, on apprend comment accéder au pouvoir avec Hitler. Ensuite, on apprend... ton pain 40$. Genre. Après ça, on apprend à déjouer la vérité avec Staline. On apprend à brutaliser ton peuple comme Saddam Hussein. On apprend à devenir éternel avec Kim Jong-il et sa famille. Et c'est fait avec une ironie, tu sais, qui peut être dangereuse quand on traite de choses aussi sérieuses, mais que quand tu la catches, c'est tellement intéressant, là. C'est tellement intéressant. Puis quand je vous dis qu'on s'intéresse à la fiction, c'est que c'est des principes qui, justement, on retrouve chez les bons vilains qui sont développés dans les séries qu'on lit. C'est toujours un peu la même recette, là. Et quand tu te la vois décortiquer avec des exemples concrets, c'est vraiment intéressant. 5 épisodes, 30 minutes chaque épisode, vraiment pas long. Chacun concentré sur un seul dictateur, mais qui nous montre les parallèles avec les autres. Tu sais, lui aussi a fait ça, lui aussi a fait telle affaire. Mais lui, ce qui a amené de plus, c'est telle affaire. Tu sais, on nous présente les premiers Photoshop de Staline, par exemple, là, qui sont juste incroyables. La façon dont on a éliminé la vérité. Je vous le dis, là, c'est vraiment bon. N'importe qui devrait au moins écouter ça une fois. Là, c'est vraiment bon. 5 épisodes, 30 minutes, ça se clenche super facile. Très, 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 très bon. Et la narration est juste divine parce que Peter Dinklage s'amuse. Il y a un ton comme... Il s'amuse. Sarcastique. C'est genre... Je trouve que le timing pour sortir ce genre de série-là il est vraiment pas bon. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de dirigeants présentement qui essayent de devenir des dictateurs. Il ne faut pas leur donner des idées. Il ne faut pas leur donner des idées. Ben, tu vas peut-être justement te rendre compte qu'on est peut-être dans la dictature la plus soft au monde. Mais vraiment intéressant. Puis tu sais, à chaque fois qu'il y a un problème ou qu'un dictateur trouve un problème, t'as Peter Dinklage qui dit « Don't worry, the book have something for you ». Puis là, il ouvre le livre, puis là, il te montre une tactique. Puis là, il te montre une tactique, puis après ça, il t'explique comment ils ont appliqué cette tactique-là. Honnêtement, c'est vraiment... Moi, je pense, Jean-Nic, toi, tu vas adorer ça en particulier. Là. Tu devrais mettre ton nez là-dessus. Bon, OK, ton poison maintenant. Vous avez entendu le ton avec lequel Martin en a parlé. Faire une histoire courte, là, c'est une bande dessinée qui s'appelle The Nameless de Grant Morrison que je voulais acheter à notre dernier trip à l'imaginaire. Et Martin m'a dit « Remets ça, ces tablettes, je n'ai une copie chez nous. Je veille ça à mort. Je te le donne. » Fait que là, j'étais là, ah, cool. Parce que vous savez, on a pas mal toute la même idée de Morrison. Là. Soit on trouve ça génial, soit c'est une catastrophe. C'est pas lisable. Et j'ai compris un peu, Martin, après le premier chapitre. On est dans... Tu sais, c'est du Morrison de Wonder Woman. Là, genre, qui est dans son trip tout seul. Grosso modo, là, c'est comme un espèce de John Constantine, un gars qui travaille dans les cas particuliers, qui se fait engager pour embarquer dans une mission spatiale parce qu'il y a un truc qui se dirige vers la Terre pour la détruire. Puis lui, puis une équipe de spécialistes, un peu comme un Armageddon, doivent la détruire et l'analyser en même temps. Parce que ça donne que ce truc-là qui s'en vient sur la Terre est possédé par plein de magie puis de démons. Et en fait, c'est une prison qui a été construite lors de la guerre initiale dans la création de l'univers, que peu importe votre religion, là, les anges, les démons, quand ils se sont affrontés, ben, tous les prisonniers de guerre, ils les ont envoyés dans cette prison-là. Et c'est ça qui s'en vient, puis ça essaye de se libérer.
Hey, t'as compris Là, ça? Puis là, ça a l'air super simple quand je vous l'explique, mais c'est Absolument. obtus et pointu et lourd Ah, c'est et compliqué. Et tu te terrible. demandes tout le temps, c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai? Et c'est clairement le Morrison là-dedans, il voulait essayer de faire du Lovecraft. Et à mon avis, là, il a amplement réussi. Moi, j'ai capoté ben raide. Ah, Oh, surprends, moi. mais quand je l'ai terminé, là, je me disais, il y a tellement d'affaires que tu te poses des questions, t'es pas sûr. Puis tu sais, c'est du Morrison, à toutes les cases, tu te dis, il me manque des référents. Genre, il va mettre une carte de tarot avec un passage d'un écrivain obscur de la littérature britannique des années 50. Puis là, tu fais comme, OK, là, il y a un sens là, mais tu sais, il me manque les référents. Et ça, tu l'avais peut-être pas vu, mais j'ai trouvé ça génial. Il donne les clés de son œuvre à la fin. Il explique pour chacun OK, des numéros. vous voyez pas, là, mais genre, il y a littéralement des pages et des pages de petits textes caractère 12 pour expliquer Et chacun ça, des là, numéros. c'est Grant Morrison qui dit, genre, mettons, dans ce numéro-là, quand j'ai mis telle carte de tarot, c'est inspiré de telle mythologie. Dans tel numéro, je suis allé chercher les dieux de la mythologie inca. Je peux pas croire. Tu as Là, aimé c'était ça? une chanson. Ben, tu sais, j'ai trouvé ça... J'avais aimé ça sans les explications. Avec, j'ai comme fait, tu sais, il est pas cave, là. Morrison, il est bizarre, puis tu sais, c'est un magicien. Puis je dis ça avec des guillemets. C'est un vrai magicien. Tu sais, lui, c'est comme sa religion, puis il truque ses trucs sur les trucs occultes, puis tu sais, il lit beaucoup là-dedans. Mais t'as compris, là. Je pense que j'ai réussi à lire 12 pages. Mais il faut que tu passes à travers, parce que même moi, après 12, j'ai comme fait, je comprends pourquoi Martin a abandonné. C'est comme, je pourrais recommencer, j'ai rien compris. Je le sais, je le sais Rien pas. retenu. Je ne sais pas où on s'en va. Puis à toutes les fois que tu avances, puis que tu penses que tu comprends un peu, il y a quelque chose qui arrive. Mais pour venir en plus, tu sais, clôturer ça, il y a une page que je trouve fucking magnifique. L'art est vraiment incroyable et c'est très, très, très dur. Il y a une page en particulier là, que j'ai ici où le personnage principal est éviscéré. Il y a genre comme des trucs qui rentrent dans son sexe. Il y a sa conjointe qui a la tête à moitié mangée, puis il y a des vers qui sont en train de sortir, mais elle a le grand sourire d'en face. Puis en arrière, tu as une espèce de bleu dégoulinant de crème glacée avec des têtes de clown. Et genre, cette image-là, là, je l'ai regardée pendant genre 10 minutes non-stop quand je suis tombé là-dessus. Parce que c'est une BD d'horreur. Oui. Il l'avait vraiment vendu comme ça, là. Et c'est horrifique et c'est extrêmement trash. Il y a une partie à la fin où tu fais comme comprendre qu'est-ce qui serait arrivé pour de vrai. Là. Genre, ils sont pas dans l'espace avec des extraterrestres. C'est comme un truc de possession qui a mal viré. Et puis il a tué tout le monde, mais c'est extrêmement violent. Mais tu sais, ça vient me chercher. Mais là, Puis vu que t'as aimé ça- ça m'a vraiment réconcilié avec Morrison. Mais là... ça va pas bien. Vu que tu aimais ça, je vais te le vendre, finalement. Trop tard. Parce que moi, je te l'avais donné en pensant que tu allais le jeter. Tu m'as comprends? empêché d'acheter le hardcover. Ah, ouais. Ah, mais non, c'était pas le hardcover. T'avais le même soft que je t'ai donné Non, là. c'était le hardcover qu'il y avait là-bas, mais c'est pas grave. Écoute, Hey, moi, je l'ai suis vraiment content. empêché d'acheter Mais le tu sais, hardcover. souvent, Morrison, je fais comme tu lances une scène. Là, ça m'a convaincu que, tu sais, probablement que son Wonder Woman que j'aime pas, genre, il me manque les clés. Probablement qu'il s'inspire d'écrits féministes que j'ai pas lus ou bien qu'il est allé chercher quelque chose dans une Mais c'est culture lequel que son je Wonder connais pas. Woman? que tu- Avec Yannick Yannick Paquette. Paquette. Ah, oui, ok. Puis repense-y, tu sais, rappelle-toi de l'histoire, puis tu sais, de où ça va, particulièrement Ah, dans le non, deuxième. c'est une catastrophe. C'était juste Puis, tu sais, c'est dans mes habitudes de faire comme toujours deux poisons. Là. Puis là, je veux vous Oh, parler. non, je veux, non, mais non. non, je veux. Puis vous allez triper. Il est Je veux- 1h20, je veux- là. oui, je le sais. Je vais faire ça rapide. Parce que vous savez, c'est le Festival Fantasia qui commence la semaine prochaine. Oui. Et il y a un film que je veux absolument mettre sur la map pour tout le monde. C'est un film de Dave Tippett. Tippett, là, c'est. si Le vous gars connaissez- de stop motion. Exactement. C'est lui qui est derrière les effets spéciaux de Star Wars et de Jurassic Park. Non, comme... c'est lui qui aurait été derrière les effets Ouais, spéciaux de Jurassic Park. Ben, en avant fait, qu'il- pour Jurassic Park, c'est comme lui qui. Tout ce qui est. Genre, Arrête, mettons, ils ont donné un chèque. Puis ils Non. l'ont nommé superviseur des Superviseur. animations de dinosaures. Il a rien fait. Hey, c'est le gars le plus important là-dessus. Arrête, Mais là. pour Star Wars, il est là sur la Oui, plateau. oui, oui, il y a oui. eu un gros chèque pour le dernier Star Wars aussi. Oui. Il a supervisé l'animation Ben du jeu oui. d'échecs. Hey! Mais Ouais. bref, tu sais, puis c'est lui qui a fait aussi les effets spéciaux sur certains des Indiana Jones. Robocop. C'est Robocop aussi. Tout le stop motion sur Robocop. Lui, Et- il était au sommet de son âge, justement, quand Jurassic Park est arrivé. Spielberg l'avait engagé en disant c'est ce qui se fait de mieux actuellement. Il avait préparé les séquences de Vélociraptor, les séquences de T-Rex, toutes mais ces le affaires-là. CGI, là. Ben, c'est que ILM, il y avait. Puis d'ailleurs, The Movie That Made Us, on fait un On épisode parle. sur Jurassic Park et je pensais que je savais tout sur Jurassic Park. Là. Ben, ils m'en ont encore appris parce qu'il y a un gars en particulier chez ILM qui a fait le squelette du T-Rex qui marche en CGI dans son sous-sol, tout seul, malgré l'interdiction de Murren, qui était son boss, qui a eu tout le crédit de ça. Et il a piégé Kathleen Kennedy et Steven Spielberg
En amenant ça. Non, il l'a amené dans une pièce pour lui présenter les affaires et habilement, il avait pointé son ordinateur avec le squelette qui jouait en boucle. Il avait mis d'un coin de la pièce pour être sûr d'attirer leur attention. Et ce qui devait arriver arriva. Kennedy se tourne et fait « C'est quoi ça? » « Oh, ça, c'est un test que je fais. » Et là... Bang! Phil Tippett a perdu sa job. C'est terminé. Mais bref, M. Tippett, depuis 35 ans, travaille sur son long métrage à lui, qui est un film d'animation et qui sort cette année. Ça fait, je vous le dis, 35 ans qu'il travaille dessus. Puis là, dans le fond, il va être présenté à Fantasia. Ça sera peut-être pas bon, mais une chose est sûre, ça va être un maudit projet de passion. Puis si vous aimez le cinéma d'animation en stop motion, c'est comme un incontournable. Il va être présenté, dans le fond, vous pouvez acheter vos billets pour l'écouter en ligne, c'est à peu près 7 $. Allez voir sur le site de la présentation de Fantasia. C'est le genre de truc que, genre, faut encourager. Moi, je trouve ça malade. 35 ans, c'est parce qu'il l'a fait à 120 images secondes. Hey, en passant, ça me permet de vous plugger The Movie That Made Us. La deuxième saison est sortie, puis l'épisode sur Jurassic Park. Je vous le dis, là, c'est mon film préféré. Moi, je suis même rendu dans les théories que ça parle de paternité. Là. Je suis rendu loin dans les histoires de Jurassic Park. Et cette histoire-là, je la connaissais, mais du point de vue de Dennis Muren, qui était le chef à l'époque de ILM. Mais là, ils sont allés chercher le personnage détestable qui a décidé de tout faire foirer la carrière de Phil Tippett là, et qui est arrivé avec le CGI. Ouais, je l'ai appelé Dave, tantôt c'est Phil. Phil, ouais. C'est incroyable. Ça vaut la peine d'être vu, cet épisode-là. C'est carrément l'histoire du cinéma là, qui nous raconte. Là. C'est vraiment, vraiment Parce que c'est vrai. En plus, c'est le film Jurassic Park qui met le moment dans le cinéma où le CGI a mangé le stop motion. T'as les deux petites premières étapes. T'as Abyss, puis Terminator 2 avec le T-1000. Mais Jurassic Park, c'est là on applique cette technologie-là à des êtres vivants. Là, t'es comme une étape plus haut. Là. Ouais, puis après, t'as George Lucas puis Cameron qui ont décidé que t'avais plus besoin de vrai décor. Exactement. Et là, ils se sont rendus compte qu'avec des caméras en 4K puis les TV 65 pouces, là, ça t'es mieux d'avoir un vrai décor parce que ça vieillit mal. Ça vieillit mal en estime. Et pourtant, Jurassic Park, encore nickel. Ben, c'est parce qu'il y a des vrais décors en arrière. C'est encore super. Tu pardonnes le CGI des fois qui perd un peu plus parce que c'est des vrais décors. Tandis que si tu réécoutes la première trilogie de Star Wars, les prequels, tu vois que les fonds en CGI là, sur une TV 65 pouces en 4K. Hey, les soldats, là, les Clone Troopers dans l'épisode 2, là, c'est terrible. Il n'y en a pas un de vrai. Ça aurait coûté quoi d'avoir un gars en armure? Il n'y en a pas un de vrai. Ben, tu dis que ça aurait coûté. Check de Mandalorian. Ils ont fait affaire avec notre gang de Québec parce qu'il n'y en avait pas assez. Ouais, mais ça donne toujours bien un meilleur résultat. Là. Oui. Tu sais, on s'entend. Mandalorian va mieux vieillir. Ben, je pense que oui. Hey, les gars, on se retrouve déjà la semaine prochaine. On va parler de Suicide Squad et d'autres sujets. Messieurs, passez une bonne semaine. Bonne semaine. Bye bye.